Donc voilà, donc c'est notre thème aujourd'hui, c'est l'hypertension artérielle et grossesse. Et on va parler des différentes définitions, notamment des dernières définitions décrites par l'American College of Gynecological Obstetrics, donc la COG, qui diffère de celle française, donc on en discutera tout à l'heure, et qui a été, bon, c'est la définition de 2013-2014 et qui diffère de la définition française qui est toujours d'actualité dans les pays francophones. Donc voilà, bon, je commence comme j'ai dit par un cas clinique. Donc c'est Madame A, bon, âgée de 26 ans. Elle est adressée pour une hypertension artérielle sévère avec des signes fonctionnels au terme de 22 semaines. Donc comme antécédent, donc elle a une césarienne en 2014 à 28 semaines, donc un accouchement prématuré avec un garçon de 1,350 kg et une césarienne en 2015, toujours pour prééclampsie et toujours prématurité à 32 semaines, avec un poids de 2,150 kg. Et dans les antécédents médicaux, malgré son jeune âge, on retrouve une hypertension chronique depuis 2014 et une obésité avec un indice de masse corporelle à 35 kg par mètre carré. Donc déjà, bon, j'aurais aimé que ce soit une séance un peu interactive, mais bon, je vais répondre un peu à les questions. Donc déjà ici, par exemple, dans ce cas clinique, on découvre que déjà c'est une patiente avec une hypertension chronique et donc qui présente une prééclampsie. Et là, bon, on peut conclure que c'est une prééclampsie surajoutée et que c'est une prééclampsie sévère vu qu'on a fait des extractions à un état prématuré, c'est-à-dire déjà à 28-32 semaines. Et donc, heureusement que le poids, il est favorable pour éviter la morbidité néonatale. Donc, chez cette patiente-là, quand on la reçoit, donc on continue, donc elle vient chez nous à 17 semaines, donc cette fois-ci c'est précoce, aucune échographie du premier trimestre, et l'échographie, elle montre une morphologie précoce normale. Et avec, au bilan biologique, on se retrouve avec une glycémie quand même à 0,99, ce qui est la classe quand même pour un diabète gestationnel, donc pour un diabète au cours de la grossesse. Et vu que le chiffre normalement c'est 0,92, donc on est à 0,99. Et donc il y a déjà un facteur de risque chez cette patiente-là. Elle a l'hypertension chronique, elle a la glycémie, donc déjà elle a assez de facteurs de risque. Et puis c'est une patiente jeune. Donc à 17 semaines, qu'est-ce qu'on va conclure normalement? Donc, une prééclampsie pour la définition qu'on va voir tout à l'heure. Donc, la prééclampsie, c'est la définition normalement, c'est au-delà de 20 semaines. Maintenant, elle vient à 17 semaines. Donc, on la classe déjà dans l'HTA chronique, chose qu'on connaît déjà. C'est une patiente qui est suivie pour HTA chronique. Et puis, vu l'hypertension chronique, donc, le traitement, elle est déjà suivie pour traitement et elle a reçu de l'aspégique. Là aussi, on en discutera tout à l'heure, donc là, c'est de l'aspirine et de l'aspirine qu'on donne à dose faible pour les patientes qui ont déjà présenté une prééclampsie auparavant et pour laquelle ça permet de prolonger un peu la date de la grossesse et d'éviter un peu la prééclampsie à un âge précoce de grossesse. Donc, vous m'arrêtez s'il y a quoi que ce soit comme question, donc je peux m'arrêter, on peut en discuter. Bon, je préfère toujours l'interactif, mais oui. Donc là, elle consulte à 22 semaines, elle a une tension à 16,5, 10,5. Elle se plaint de céphalée et de phosphène, des réflexes qui sont normaux. Donc, les signes neurosensoriels, bon, on n'a que les céphalées. Et une prise de poids importante au cours de la grossesse. Et quand on lui place la bandelette urinaire, on est à 1 gramme de protéines. En fait, on est à 3 croix, plutôt 3 croix de protéines. Donc là, déjà, devant ces éléments-là, quels sont les bilans? Bon, déjà, pardon, quel est votre diagnostic? Donc, oui, je vois une question ici. Donc, quel est votre diagnostic? Oui, vous pouvez répondre. Donc, déjà, quel est votre diagnostic ici? Donc, une HTA gravidique, déséquilibrée, une suspicion de prééclampsie, une prééclampsie surajoutée ou une crise d'éclampsie ou probablement un accident vasculaire cérébral. Donc, à votre avis, ce serait quoi? D'accord, donc voilà. Donc, déjà à ce stade-là, voilà, c'est suspicion prééclampsie surajoutée. Oui, mais sauf que, bon, elle va se compliquer d'une prééclampsie surajoutée vu que c'est une grossesse et vu qu'on connaît qu'elle a l'HTA chronique. Donc, déjà, ce n'est pas une suspicion prééclampsie, ce n'est pas une crise d'éclampsie vu qu'on n'a pas de convulsion. Et
c'est pas un accident vasculaire cérébral, vu là aussi qu'il n'y a pas de convulsion, qu'il n'y a pas de signe qu'il n'y a pas de réflexe ostéotendineux élevé. Donc, on peut retenir soit la prééclampsie surajoutée, soit tout simplement l'HTA gravidique déséquilibré, vu qu'on est avant les 22 semaines. Donc, plutôt, on retiendra beaucoup plus le A. Non, mais maintenant, on retiendra beaucoup plus le A, mais vu qu'elle a présenté des prééclampsies auparavant, donc on peut accepter en fait les deux suggestions, c'est-à-dire le C et le A. Oui, oui, oui pour la dernière réponse. Donc, c'est la prééclampsie sur HTA gravidique déséquilibrée, mais on peut retenir même la réponse 1. Donc, on continue. Et donc là, quels éléments thérapeutiques font partie de votre prise en charge immédiate aux urgences? Donc, mise en place d'un traitement antihypertenseur, mise en place du sulfate de magnésium, traitement des céphalées par paracétamol, la corticothérapie de maturation fœtale, ou le remplissage vasculaire par des colloïdes. Donc, toujours, donc j'attends la réponse. Donc, la réponse A, oui, effectivement. Donc, traitement antihypertenseur. Et puis, oui, toujours A. Bien sûr, la mise en place d'un traitement de sulfate de magnésium, on peut le préconiser au-delà de 16 de tension, mais là, on n'a que des céphalées, on n'a pas de signes neurosensoriels, on n'a pas de réflexe ostéotendineux vif. Donc là, ça se discute en fait pour le traitement par sulfate de magnésium, mais on peut toujours le prescrire. Bon, les céphalées par paracétamol, on est d'accord? Non. La corticothérapie, là aussi, on est à 22 semaines, donc on n'est pas encore aux phases d'extraction fœtale, et donc non, là aussi. Et puis le remplissage par colloïde, ce n'est plus d'actualité, donc il n'y a plus de remplissage pour justement en cas de prééclampsie. Donc, il n'y a plus de remplissage indiqué. Parfois, on peut remplir juste pour la dose. Si jamais on donne un antihypertenseur en injectable, on peut juste un petit remplissage modéré pour éviter les hypoperfusions. Donc, on continue là aussi. Donc, quels éléments pronostiques recherchez-vous à l'échographie fœtale? Bon, déjà, j'ai zappé j'ai zappé une question. Donc, quels sont les bilans que vous demandez aux urgences? Bilan sanguin en urgence, un rythme cardiaque fœtal, une écho fœtale, une écho rénale ou une TDM cérébrale. Donc, c'est une question assez simple, j'imagine. Et donc là, bien sûr, c'est surtout un bilan sanguin et une échographie fœtale. Le rythme cardiaque, on est encore loin, on est à 22 semaines. Et puis, l'écho rénale, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ici. Et puis, la TDM cérébrale, généralement, elle n'est demandée que si la patiente se présente pour une éclampsie ou pour un état de mal éclamptique. Et donc là, vraiment, c'est le bilan sanguin et l'échographie fœtale. Donc, bilan sanguin à la recherche de confirmation et surtout des complications de la prééclampsie qu'on verra tout à l'heure. Et l'échographie fœtale, là aussi, pour voir les complications de la prééclampsie, que sont bien sûr le retard de croissance intra-utérin, la diminution du liquide amniotique et puis les différents examens Doppler qu'on recherche. On me dit qu'on ne voit pas l'écran. Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Parce que non, c'est-à-dire vous voyez l'écran ou donc vous voyez, vous arrivez à voir l'écran? Oui, parfait. Merci, parfait, ok. D'accord. Donc on continue là. Donc là, justement, la question qu'on a dit, donc qu'est-ce que vous allez rechercher à l'échographie fœtale? Bon, la présentation, on n'est pas obligé vu qu'on est à 22 semaines, on en est encore loin. L'estimation du poids fœtal, bien sûr, à la recherche d'un retard de croissance, sauf qu'à 22 semaines, on n'a pas encore vraiment de retard de croissance manifeste, mais bon, il faut toujours voir l'évolution fœtale, l'évolution du poids fœtal. Et c'est surtout la quantité du liquide amniotique, le Doppler ombilical et la présence de 2 artères ombilicales. Donc, la présence de 2 artères ombilicales, non. Donc, ça serait surtout la quantité du liquide amniotique et l'estimation du poids fœtal. Donc là, l'échographie chez cette patiente, elle retrouve une bonne vitalité fœtale, une estimation du poids au 3e percentile, donc aplacata bas inséré non recouvrant, un liquide amniotique normal. Par contre, le Doppler utérin, il montre des notches bilatéraux. Donc, pour les gynécos, ils connaissent ce que c'est qu'un notch. Pour les omnipraticiens qui sont avec nous, donc les notches, c'est une descente du Doppler que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, c'est un flux
inversé, donc un flux inversé où vous avez justement un flux négatif. Et ces notches, lorsqu'on a un Doppler utérin avec des notches bilatéraux, c'est une prédiction de la prééclampsie. Mais maintenant, cette patiente, déjà, elle a des antécédents de prééclampsie et déjà, elle est en prééclampsie surajoutée. Donc, pour le Doppler utérin, généralement, on le fait chez les patientes qui ont présenté des prééclampsies auparavant. Et donc, c'est pour détecter ou qui présentent des facteurs de risque de prééclampsie et chez lesquels on va chercher le risque de développer une prééclampsie au cours de cette grossesse. Et donc, lorsqu'on a un notch bilatéral, c'est-à-dire au niveau des deux artères utérines de la patiente, donc on se dit que c'est une patiente qui probablement va faire une prééclampsie par la suite. Et donc là, cette patiente-là, déjà, elle présente une HTA gravidique compliquée ou une prééclampsie surajoutée. Donc, ça ne sert à rien de faire le notch à cet âge-là. Donc, le Doppler de l'artère cérébrale moyenne, il est normal, et le Doppler ombilical, donc, il est normal aussi. Les résultats biologiques, ils sont normaux. Donc, on a les bilans hépatiques, les transaminases qui sont une fois la normale, la créatinine qui est normale. Donc, pratiquement, c'est un bilan normal au-delà d'une protéinurie qui est limite, qui est de 0,34. Et comme on sait, la protéinurie, au-delà de 0,3, on parle de prééclampsie. Donc là, chez cette patiente, on va placer une bithérapie, donc de l'alpha-méthyldopa à 500 mg 3 fois par jour et un inhibiteur calcique, le Loxène, par voie orale à 50 mg par jour. Bon, je ne sais pas chez nos amis bénins comment ils se comportent en cas d'hypertension à 16. Bon, en tous les cas, chez nous en général au centre hospitalier, parce que maintenant on promeut surtout la voie orale. Mais chez nous, on commence effectivement par l'alpha-méthyldopa, mais en cas d'hypertension au-delà de 16 de tension, on préconise surtout un cc d'inhibiteur calcique pour faire baisser un peu l'hypertension, pour faire baisser un peu la tension artérielle, pour éviter les complications, surtout le passage à l'éclampsie. Mais il faut surtout faire attention, il ne faut pas baisser la tension au-delà d'un certain chiffre. Donc, il faut y aller progressivement parce que si on essaie de faire chuter cette tension de façon très, très rapide, on risque l'hypoperfusion placentaire, l'hypoperfusion fœtale et donc on risque parfois carrément le décès fœtal. Donc, attention à l'utilisation abusive des antihypertenseurs. Donc, il faut y aller progressivement et chercher des chiffres un peu, donc une chute progressive. Donc, par exemple, quand on est à 16 de tension, il ne faut surtout pas aller chercher les 12 ou les 13 de tension. Il faut baisser un peu plus progressivement. Et donc là, on a obtenu quand même des chiffres assez acceptables, donc à 15,9. Donc, quels sont les diagnostics proposés? Bon, ça, on l'a dit. Donc, voilà, parfait. Donc, le diagnostic prééclampsie surajoutée est confirmé. La présence de notch, c'est un signe de mauvais pronostic, mais comme je vous ai dit, c'est un signe beaucoup plus de prédiction. Est-ce qu'il y aura une prééclampsie ou pas? Mais cette patiente, on n'en aura pas besoin, mais ça reste quand même un signe de mauvais pronostic. Ça veut dire qu'on a une hypoperfusion placentaire, vu que vous avez un Doppler utérin, des artères utérines qui témoignent de la mauvaise perfusion. La présence d'un retard de croissance, bien sûr, elle est associée à un signe de mauvais pronostic. L'anémie retrouvée fait suspecter un HELLP syndrome, mais il faut qu'il y ait les bilans hépatiques, c'est-à-dire les transaminases un peu élevées, et puis normalement, elle ne doit pas faire suspecter une pathologie inflammatoire associée. Donc voilà. Maintenant, pour la surveillance, quelles sont les propositions exactes? Est-ce qu'elle doit se faire en unité de soins continus? Est-ce qu'elle doit se faire en GHR, c'est-à-dire en service de grossesse à haut risque? Elle peut se faire en hospitalier, donc dans un service normal. La surveillance comprend des bilans sanguins au moins une fois par semaine. Elle comprend des échographies de croissance au minimum une fois par semaine. Donc, j'attends une réponse. Donc, déjà, à l'unité de soins intensifs, à votre avis, est-ce qu'il faut hospitaliser chez cette patiente dans une unité de soins intensifs? Donc, normalement, non, on n'en a pas besoin, justement. Est-ce qu'il faut hospitaliser déjà? Est-ce que cette patiente doit être hospitalisée ou on l'envoie en ambulatoire? Oui, donc oui, hospitalisation, effectivement. Donc, toute patiente qui se présente avec des chiffres de tension, il faut absolument l'hospitaliser. Maintenant, on l'hospitalise généralement dans un service de grossesse à haut risque. C'est surtout pour faire les bilans
et pour faire la surveillance et pour étiqueter déjà ou classer la prééclampsie, est-ce que c'est une prééclampsie modérée ou une prééclampsie sévère pour laquelle il faut une surveillance très rapprochée, ou tout simplement une prééclampsie modérée où on peut faire dans ce cas la surveillance en ambulatoire. Et pour la surveillance, normalement, elle comprend 2 bilans sanguins par semaine, donc ça c'est pour le rythme de surveillance, et une échographie, normalement au moins une échographie par semaine. Donc maintenant, ça dépend de ce qu'on va retrouver à l'échographie. Si c'est une échographie normale, une écho par semaine est suffisante. Maintenant, si on a justement un Doppler pathologique ou une diminution du liquide amniotique, donc on aura plutôt 2 échographies par semaine. Et lorsqu'on a un Doppler pathologique, c'est un ERCF par jour. Bon, mais ceci, c'est chez les patientes qui sont au-delà de 25-28 semaines. Donc maintenant, on est à 22 semaines. Le RCF n'est pas d'indication, ou l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal n'a pas son indication ici. Donc, on continue. Donc, on commence. Donc, voilà, on commence notre sujet. Donc, voilà, donc généralement, donc on est d'accord. Donc, c'est une patiente qui a été étiquetée prééclampsie surajoutée, chez laquelle, justement, elle ne présente pas vraiment de critères de sévérité, mais par contre, il faut l'hospitaliser dans une unité de grossesse extra-utérine, de grossesse à haut risque, afin de faire tout le bilan nécessaire et afin d'étiqueter une patiente, bien sûr, à surveiller de très près, surtout qu'elle a déjà des notches bilatéraux et donc il y a un facteur de mauvais pronostic. Fort heureusement, c'est une échographie pour l'instant normale et un bilan sanguin normal. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de la physiopathologie de la prééclampsie? Donc, c'est une pathologie maternelle spécifique de la grossesse qui n'existe pas en dehors de la grossesse. Et donc, normalement, l'origine placentaire, donc généralement, elle est d'origine placentaire. Elle n'est pas retrouvée chez l'animal, parce qu'il y a un modèle, donc le modèle de la souris a conclu qu'il n'y a pas de prééclampsie chez l'animal, et c'est surtout l'origine placentaire. Pourquoi c'est l'origine placentaire? Parce que tout simplement, elle est spécifique de la grossesse, elle existe même en cas de grossesse molaire, c'est-à-dire même en l'absence de fœtus, on peut toujours avoir une prééclampsie, donc c'est ce qui témoigne de l'origine placentaire. Elle existe même en cas de grossesse abdominale, et puis dès l'ablation du placenta, on commence à avoir une chute des chiffres tensionnels et on a une réduction des complications dues à la prééclampsie. Ceci dit, l'ablation du placenta, le postpartum n'empêche pas l'apparition toujours de complications prééclampsie. On a toujours des chiffres de 10% d'éclampsie dans le postpartum, toujours un risque d'insuffisance rénale qu'on peut voir dans le postpartum. Et donc, on va le dire tout à l'heure, justement, une surveillance, même après l'accouchement, il faut absolument assurer une surveillance de jours à 21 jours après l'accouchement. Oui, je vois bon. Donc, OK, donc on continue. Donc, qu'est-ce qui arrive justement au cours de cette prééclampsie? Donc, on a une insuffisance placentaire et on a 2 traductions placentaires, donc c'est la prééclampsie et c'est le retard de croissance intra-utérin pas de perfusion fœtale et donc le résultat, c'est le retard de croissance hypoxique. Ça arrive normalement en cas de grossesse normale. Donc, en cas de grossesse normale, on a une invasion trophoblastique des vaisseaux, donc d'une part, et puis on a une multiplication des vaisseaux myométriaux, ce qui entraîne justement une meilleure perfusion placentaire. Donc, cette invasion trophoblastique, elle diminue cette élasticité vasculaire, en fait, et elle réduit la réponse aux vasoconstricteurs, donc elle réponse aux médiateurs de la tension artérielle. Donc ces vaisseaux, ils vont perdre cette contractilité vasculaire en réponse aux humeurs, en réponse aux facteurs biologiques. Donc, généralement, c'est des vaisseaux qui deviennent non muscularisés et donc vous avez toujours un flux vasculaire qui va du côté maternel vers le côté placentaire. Donc maintenant, en cas de prééclampsie, qu'est-ce qui arrive? Vous n'avez pas cette invasion trophoblastique et donc les vaisseaux, les artères myométriaux, les artères placentaires, ils gardent leur contractilité et en même temps, on a un problème également de multiplication vasculaire. Donc cette néo-angiogénèse, elle manque aussi. Donc ce qui fait que vous avez un manque de vaisseaux placentaires. En plus de cela, les vaisseaux qui sont à ce niveau-là, donc ils ont toujours cette contractilité et donc ils vont toujours
présenter des vasoconstrictions par rapport justement au changement biologique de l'humain. Donc, normalement, lorsqu'on a vasoconstriction, il y aura des petits foyers placentaires, donc il y aura des nécroses, des petits nécroses placentaires, et ces petits foyers nécrotiques, donc ça va entraîner des microthrombes. Ces microthrombes vont migrer dans la circulation, dans les petits vaisseaux de la circulation générale, et c'est ce qui va atteindre, ce qui est responsable des complications de la prééclampsie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des micro-infarctus rénaux, des micro-infarctus hépatiques, ce qui est responsable de l'hématome sous-capsulaire du foie, et des micro-infarctus cérébrales qui peuvent entraîner également l'éclampsie. Donc là, pareil, donc ça, c'est la première explication. Donc c'est ce problème-là de la néoangiogénèse et de le non-invasion trophoblastique des vaisseaux placentaires. Autre chose, donc il y a également, qu'est-ce qui arrive? Pardon. Donc, oui. Donc, autre chose, donc il y a également, qu'est-ce qui arrive? Donc, en dehors de là, il y a également la maladie de la cellule endothéliale, c'est-à-dire il y a une maladie auparavant, et là, c'est ce qui arrive, par exemple, pour les facteurs de risque chez les patients qui ont déjà des maladies immunologiques ou des maladies de système. Donc là, on a déjà une maladie endothéliale qui entraîne justement ce problème de néoangiogénèse et donc qui fait qu'on se retrouve dans le même processus, c'est-à-dire un infarcissement placentaire, une présence de plusieurs foyers nécrotiques et libération de microthrombie dans la circulation générale. Donc voilà, donc l'histologie placentaire, on se retrouve avec des lésions ischémiques, avec des hématomes déciduaux, avec des dépôts fibrinoïdes. Et donc, d'ailleurs, c'est la libération également de ces dépôts fibrinoïdes qui est responsable du HELLP syndrome, parmi les éléments qui sont responsables du HELLP syndrome. Et on aura des thromboses sous-choriales et intervilleuses. Donc, voilà, donc c'est pour redire un peu ce que j'ai dit. Donc, la maladie endothéliale, comme je vous ai dit, deuxième théorie, c'est que ça peut être une maladie de la cellule endothéliale. Et dans ce cas, c'est surtout chez les patients qui ont déjà une hypertension chronique ou qui ont d'autres maladies rénales. Et puis, c'est le problème surtout de remodelage vasculaire. Donc, on aura problème de remodelage vasculaire, donnera une hypoperfusion, dysfonction du trophoblaste et la répercussion sur le fœtus, c'est le retard de croissance intra-utérin ou carrément la mort fœtale. Au niveau placentaire, on aura une hypertrophie, un infarctus placentaire et au niveau maternel, on peut carrément, justement, cette libération de ces médiateurs va entraîner la protéinurie chez la patiente, le HELLP syndrome avec le dépôt des fibrinoïdes, la CIVD et l'éclampsie, l'insuffisance rénale. Bon, il y a d'autres complications, l'hématome sous-capsulaire du foie, l'hématome rétroplacentaire, mais là, l'hématome rétroplacentaire, je vais l'expliquer tout à l'heure, bon, c'est une autre explication physiopathologique, mais qui rentre toujours dans l'hypoperfusion placentaire, ou plutôt dans la contractilité vasculaire. Donc, c'est surtout la contractilité vasculaire qui est un peu en fait, qui arrive de façon brutale. C'est ce qui donne l'hématome sous-capsulaire, mais on en discutera tout à l'heure. Donc voilà, donc il y a multiples. Donc maintenant, il y a d'autres causes qui peuvent entraîner la prééclampsie, mais ce n'est pas la cellule endothéliale ni le problème d'invasion trophoplastique. Là, c'est surtout lorsqu'on est devant soit une surdistension utérine, c'est le cas de grossesse multiple ou le cas du diabète. Donc là, c'est par contre, on a une surdistension utérine qui fait qu'on a un infarcissement qui est dû à une hypoperfusion parce qu'il y a justement cette surdistension, et c'est ce qui arrive pour les grossesses multiples et le diabète. On a le placenta post-mature qui est par exemple, il y a parfois parce qu'il y a une nécrose vasculaire qui suit cette placenta post-mature et ça peut entraîner les prééclampsies, mais là c'est des prééclampsies qui sont tardifs. Et puis, on a les thromboses, donc dans le cas des maladies de système, surtout les thrombophilies, ou les antécédents de lupus ou les antécédents d'autres maladies de système, bon, les infections un peu rarement. Et donc, tout ça, ça engendre la dysfonction placentaire. Donc, on a dit la théorie inflammatoire, la théorie du stress oxydant. Bon, on a une théorie de stress oxydant, sauf que lorsqu'on traite par les antioxydants, ça ne donne pas grand-chose. On n'a pas eu dans la littérature d'apport des antioxydants pour prévenir la prééclampsie, quoique, j'ai dit surtout quoique. Donc, les patients qui se sont présentés déjà avec des prééclampsies antérieures, donc on traite toujours 2 à 3 mois par un complexe vitaminique et par des antioxydants. Ça permet d'améliorer
pronostic, mais ça n'a pas de valeur scientifique, c'est-à-dire scientifiquement parlant, ça n'a pas été prouvé. La théorie vasculaire, c'est bon, l'activation de rénine, angiotoxine, c'est surtout pour les maladies rénales et puis également les facteurs de croissance. Maintenant, il y a également les facteurs angiogéniques, et d'ailleurs, ce sont des marqueurs, donc on l'utilise maintenant pour détecter la prééclampsie chez certaines patientes, mais ça coûte un peu cher pour aller chercher ces facteurs de croissance, et puis ça n'a pas été prouvé. Ces facteurs vasculaires, c'est le VEGF et le PLGF, donc il a été utilisé comme facteur précurseur qu'on recherche pour détecter justement le risque chez des patientes avec facteur de risque de développer la prééclampsie. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour les statistiques? Donc, dans le monde, on a une prévalence de 2 à 8%, plus important dans les pays émergents. 10 à 15% de décès maternels, donc on sait qui est énorme quand même, sont liés à la prééclampsie. 75 000 décès maternels par an, 500 000 décès fœtales et néonatales par an. Donc, ça, c'est des chiffres un peu, justement, c'est des chiffres internationaux, donc c'est dans le monde. Donc, 500 000 décès fœtales et 75 000 décès maternels, ce n'est pas négligeable. Donc, il y a toujours beaucoup de progrès à faire dans ce domaine, ne serait-ce que pour éviter la mortalité. Bon, la prééclampsie, c'est une maladie évolutive, bon, toujours au cours de la grossesse, donc c'est une maladie évolutive au cours de la grossesse. C'est une maladie qu'on ne traite que par l'ablation du placenta, mais si on arrive à la détecter un peu plus tôt et surtout d'éviter le passage aux complications et d'extraire le fœtus au moment adéquat et bien sûr d'extraire le placenta au moment adéquat, tout en évitant la prématurité excessive et éviter le passage aux complications. Donc déjà, on arrivera à faire baisser ce chiffre de façon importante. Donc là, c'est l'incidence qu'on voit à travers l'âge gestationnel. Donc on voit surtout que la prééclampsie, elle se voit surtout au-delà de 34 semaines, fort heureusement, c'est ce qui évite justement la prématurité importante et le passage aux complications. Donc, on voit que le chiffre au-delà de 34 semaines, on a quand même 2%, 2,72%. Donc, les différentes complications, donc on a l'insuffisance rénale aiguë, donc avant 34 semaines, on a plus justement de mortalité ou morbidité lorsqu'on est avant les 34 semaines, parce que tout simplement, on laisse tout le temps d'installer les complications. Donc voilà, toujours le risque périnatal. Donc on a 12% des enfants de petit âge pour l'âge gestationnel. Et quand on pense à la prématurité, ce n'est pas uniquement la prématurité, mais c'est également le futur de ces enfants nés prématurés. Et donc il faut vraiment agir. Donc d'où la nécessité de cette hospitalisation dont on a parlé, c'est pour éviter la prééclampsie. Et si on peut toujours prolonger la grossesse afin d'éviter cette prématurité précoce, plutôt importante, cette grande prématurité. Donc, c'est le dilemme qu'on a toujours lorsqu'on est en face d'une patiente prééclamptique. Faut-il extraire ou ne pas extraire? Faut-il prolonger la grossesse au risque que la patiente développe des complications ou carrément également le fœtus d'avoir un mort fœtal ou un hématome rétroplacentaire, ou extraire et avoir cette grande prématurité. En fait, on n'est jamais sûr de notre décision et ce n'est qu'après extraction qu'on se dit est-ce qu'on a bien fait ou on a mal fait. Donc là, aux USA, la prééclampsie est responsable de 15%, les données des naissances, 1250 décès néonataux chaque année. Donc voilà. Mais la mortalité, elle est plus importante justement dans les pays sous-développés. Pays plutôt émergents. Donc ça, voilà. Quels sont maintenant les facteurs de risque de la prééclampsie? Donc, on a les facteurs génétiques et physiologiques, donc un antécédent familial. Généralement, lorsqu'on a une maman qui a développé une prééclampsie, on a également le risque de le développer. Un âge maternel élevé, mais il y a également l'âge maternel jeune. Pourquoi? Tout simplement parce que l'âge maternel élevé, vous avez des vaisseaux de mauvaise qualité, donc il y a un vieillissement vasculaire. Chez les patientes jeunes, on a surtout l'hypoplasie utérine ou les utérus de petits, donc une maturation vasculaire qui est moindre. Et donc, même les patientes jeunes, c'est surtout les extrêmes d'âge. Donc, patients très jeunes et l'âge maternel élevé, c'est des facteurs de risque. L'origine afro-antillaise, donc la pathologie maternelle, donc la présence d'HTA chronique, surtout pour les prééclampsies surajoutées, la maladie rénale chronique, le lupus et les syndromes des anticorps antiphospholipides, l'obésité,
la drépanocytose. Pour les facteurs immunologiques, on a l'annuliparité, la primipaternité, l'exposition au sperme, donc plus on a une exposition au sperme du partenaire, moins on a au risque de prééclampsie. Et donc, lorsqu'on a également un changement de partenaire ou lorsqu'on a une insémination d'un donneur, donc ça augmente les risques de développer une prééclampsie. Il y a également toujours dans le facteur immunologique, vous pouvez retrouver justement des patientes qui ont présenté des prééclampsies avec un partenaire, et puis lorsqu'elles changent de partenaire, elles ne présentent plus cette prééclampsie. Donc, il y a également un accord immunologique entre les deux partenaires. Et puis, il y a d'autres facteurs de risque. Donc, la grossesse multiple, physiopathologiquement, ça se rejoint, mais là, c'est surtout la surdistension utérine. Certaines malformations. Les malformations congénitales, là aussi, ça rejoint parce que il y a une hypoplasie vasculaire. En fait, donc, c'est la nasare fœtale, la molydatiforme. En fait, il y a énormément de facteurs de risque, mais ça se rejoint. En fait, c'est toujours tout ce qui entraîne un problème de constitution vasculaire et tout ce qui entraîne cet infarcissement placentaire. Donc voilà, toujours pour les différents risques. Maintenant, on va parler des différentes définitions. Donc là, normalement, je devais commencer par les définitions, mais j'ai préféré exposer un peu la prééclampsie comme cas et comme facteur de risque. Et on discutera maintenant des définitions. Donc, on a les différentes définitions. Donc, on a avant 20 semaines, on parle surtout d'hypertension chronique. Et lorsqu'elle se présente avec une protéinurie, c'est une hypertension chronique avec une néphropathie. Donc, c'est généralement dû avec une néphropathie associée. Donc, lorsqu'on a une protéinurie, par exemple, chez cette patiente-là, on est à 22 semaines. Donc, il faut justement chercher s'il n'y a pas de souffrance rénale en dessous. Donc, parce qu'elle présente quand même une protéinurie, c'est vrai que c'est une protéinurie légère, mais il faut chercher toujours, est-ce qu'elle n'a pas, surtout qu'elle est jeune, donc c'est une patiente jeune de 26 ans, elle a déjà une HTA chronique, elle a déjà deux prééclampsies dans ses antécédents, dans son historique, et donc il faut toujours chercher, est-ce qu'il n'y a pas de cause rénale en dessous. Donc, après 20 semaines, c'est soit l'hypertension gravidique, donc pour la définition française, lorsqu'on n'a pas de protéinurie, ou pour la définition américaine, lorsqu'on n'a pas de facteur de risque sévère, et puis la prééclampsie pure ou surajoutée au-delà de 20 semaines. Donc, quelles sont les différentes définitions? Donc, une prééclampsie, c'est une pression au-delà de 14 mm de mercure ou de 90 mesurée à 2 reprises, à 4 heures d'intervalle, disparaissant après la fin de la 6e semaine du postpartum. L'hypertension préexistante, quant à elle, c'est une hypertension qui a été découverte avant 20 semaines et persistant au-delà de 12 semaines après l'accouchement. Et là, elle peut être essentielle, surtout pour la patiente âgée, ou secondaire, donc à une néphropathie, une maladie cardiaque ou des différentes causes de la tension. Donc, pouvez-vous nous partager les documents à la fin? Oui, Inch'Allah, oui, bien sûr, oui, d'accord, avec plaisir. Bon, je réponds en même temps aux questions, donc voilà. Donc oui, l'hypertension, on a apparaissant à partir de 20 semaines. De novo, donc on l'a dit, protéinurie de novo au-delà de 300 mg. La survenue d'œdème, elle est classique, mais elle n'est pas indispensable au diagnostic, donc selon l'ASPA. Donc d'ailleurs, la plupart des patients peuvent se retrouver avec des œdèmes des membres inférieurs. Donc n'est retenu en fait que l'œdème généralisé. Donc, c'est l'œdème généralisé qui est retenu en faveur de la prééclampsie sévère, mais l'œdème des membres inférieurs n'est plus considéré comme facteur de diagnostic ni facteur de sévérité. Quelle est maintenant, par contre, la définition américaine? Donc, la définition américaine, donc, qui est de la COG 2013-2014, de la 2013, la COG, et l'ICC HP 2014. Donc, c'est une HTA qui est développée après 20 semaines, avec plus une ou plusieurs des conditions suivantes. Donc, la protéinurie n'est pas une obligation donc de retrouver une protéinurie. Donc, c'est soit une protéinurie associée, soit autre dysfonction d'organes. Et donc là, c'est les différents éléments qu'on peut rechercher, soit une insuffisance rénale avec une créatinine élevée, une atteinte hépatique avec des transaminases élevées ou douleurs hypogastriques ou épigastriques, des complications neurologiques, donc l'éclampsie, les confusions, les hyperréflexies, les réflexes ostéotendineux positifs et vifs
et les céphalées sévères, les scotomes, en fait, les complications hématologiques, thrombopénie, CIVD, hémolyse, complications respiratoires type OAP ou pathologie vasculaire placentaire, notamment le retard de croissance intra-utérin. Donc, vous voyez, pour la définition américaine, il n'y a pas nécessité d'avoir une protéinurie. Donc, il ne faut pas s'acharner à demander une protéinurie. Bon, on la demande toujours dans le bilan biologique, mais il ne faut pas s'acharner. Si jamais une patiente qui se présente avec une barre épigastrique ou avec des réflexes ostéotendineux vifs, donc on considère la patiente comme prééclampsie, même en absence de protéinurie. Donc, c'est soit la protéinurie, soit les autres dysfonctions d'organes. Et c'est une définition justement logique, parce que pendant longtemps, on insistait sur la protéinurie positive et on ne savait pas où classer ces patientes qui se présentent avec un état typique de prééclampsie. Et malheureusement, en protéinurie négative, on ne savait pas où les classer. On les considérait pareil, c'est-à-dire on faisait notre traitement en hospitalier pareil, donc le traitement anti-hypertenseur, le suivi échographique et le bilan biologique. Donc, on s'attendait à avoir une protéinurie par la suite. Et d'ailleurs, la plupart de ces patientes-là, effectivement, donc, c'est-à-dire quand on les hospitalise, on peut se retrouver avec une protéinurie négative, mais au fil des surveillances, au fil des semaines, on se retrouve avec une protéinurie, sauf que c'est une protéinurie tardive. Pourquoi tout simplement cette définition, elle est logique? Parce que tout simplement, la complication rénale n'est qu'une complication parmi d'autres de la prééclampsie. Et comme je vous ai dit, en fait, les complications qui sont dues à la prééclampsie, c'est la libération de ces microthrombines. Et donc, ces microthrombines, comme dans les petits vaisseaux, donc aussi bien du rein, du foie, du système cérébral, donc ça peut manquer au niveau rénal. C'est vrai que le système rénal est le premier à être atteint, mais on peut avoir parfois, il peut être zappé au début, et donc par la suite, on peut se retrouver avec une protéinurie un peu tardive. Donc, normalement, c'est logique de ne pas chercher cette protéinurie coûte que coûte. Donc, c'est quoi mais quand même, on définit cette protéinurie. Donc, la protéinurie des 24 heures, donc ça doit être une protéinurie de 24 heures, une collecte des urines sur les 24 heures, donc 0,3 g ou 300 mg. Bandelette urinaire, même une croix, on peut l'accepter. On n'est pas obligé d'aller vers les 3 croix, donc une croix est toujours acceptée. Et puis, c'est surtout la protéinurie sur la créatinurie, donc créatininurie, pardon, sur échantillon. Donc voilà, donc le seuil du rapport protéine-créatinine pour détecter une protéinurie, il est significatif. Donc généralement, il doit être entre 30 et 35 millimoles pour maximiser la sensibilité. Voilà, donc c'est généralement, mais ce qu'on utilise chez nous, donc c'est uniquement les bandelettes, donc voilà, ou la protéinurie de 24 heures. La prééclampsie surajoutée, c'est une protéinurie survenant chez une patiente hypertendue chronique, équilibrée ou non, ou une hypertension artérielle gravidique survenant chez une patiente présentant une néphropathie préexistante. Le diagnostic, il est parfois difficile chez les patients déjà hypertendus ou protéinuriques. Donc voilà, mais de toute façon, surajouté, c'est généralement l'apparition de la protéinurie sur une HTA déjà existante ou l'hypertension, ou plutôt c'est vice-versa, c'est-à-dire c'est une hypertension sur une néphropathie déjà préexistante. Par exemple, maintenant, par exemple, les maladies diabétiques, les patients diabétiques, donc toujours on cherche s'il n'y a pas de néphropathie ou il n'y a pas de complications rénales dues au diabète. Et c'est des patientes qui développent beaucoup plus de prééclampsie, c'est des facteurs de risque beaucoup plus importants. Donc d'ailleurs, chez les diabétiques, c'est des patientes qu'il faut suivre de très près et chez lesquelles la tension artérielle doit être surveillée de très près parce que c'est les patientes qui développent le plus de prééclampsie. Prééclampsie précoce, c'est une prééclampsie qui survient avant 32 semaines et comme on a dit tout à l'heure, donc plus on est précoce, plus on est exposé à des complications, surtout la morbidité et la mortalité fœtale et même justement la morbidité maternelle. Maintenant, quels sont les critères de sévérité? Donc, c'est une HTA sévère au-delà de 16 ou une diastolique au-delà de 11, une oligurie inférieure à 500 ml par 24 heures, une douleur abdominale épigastrique, une douleur thoracique, un œdème aigu du poumon, des signes neurologiques, les céphalées ne répondant pas au traitement, des troubles visuels, des réflexes ostéotendineux vifs. Et on a également, donc ça c'est les critères cliniques, les critères biologiques, c'est une protéinurie au-delà de 3 grammes par 24 heures, une créatinémie au-delà de 90 micromoles, une thrombopénie inférieure à 100 000, une cytolyse hépatique au-delà de 2 fois la normale, et justement, donc, quand on a ces critères de sévérité, donc c'est des patientes à prendre en considération de façon plus rapprochée et généralement, c'est des patientes à suivre en hospitalier et non en ambulatoire.
Maintenant, il y a ces critères, ils ont été révisés en 2021, donc ce n'est plus le chiffre de 16 qui a été retenu. Donc maintenant, c'est une pression au-delà de 18 et une diastolique au-delà de 12. Donc, c'est des critères de Selgoff et de Laspar en 2021. Donc, on a révisé les chiffres. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai dit que c'est une patiente qui s'est présentée avec 16 de tension, donc pourquoi on a préféré, justement, c'est pour vous donner, pourquoi on a donné le traitement oral, c'est parce qu'on n'a pas atteint ces chiffres cliniques de sévérité de gravité. Bon, parce que maintenant, les nouveaux chiffres, c'est 18. Mais au-delà de 18, justement, c'est la voie veineuse. Donc, une douleur abdominale, donc on a gardé les douleurs abdominales, on a gardé les céphalées. En fait, ce qui change dans les critères de la CNGOF et du Collège français de gynécologie obstétrique et de la Société française de réanimation, donc c'est surtout la protéine, c'est surtout les chiffres tensionnels. On a augmenté de 2 points, donc 18 et 12 de diastolique. Les critères biologiques, quant à elles, ont changé. On n'a gardé que le HELP syndrome et l'insuffisance rénale aiguë. Donc, vous voyez la thrombopénie, les transaminases, donc on ne les garde plus. Donc, maintenant, si on a un critère de gravité au plus, donc c'est une indication d'extraction. C'est-à-dire une patiente qui se présente uniquement pour des chiffres tensionnels au-delà et qui ne répondent pas au traitement, parce que ça dépend si c'est une patiente qui est découverte de nouveau ou c'est une patiente qui a été déjà traitée et qui garde toujours ses chiffres. Donc, si elle est découverte de nouveau, on utilise toujours le traitement, on tente d'abord le traitement et c'est là où on indique l'extraction si elle ne répond pas au traitement. Maintenant, si elle répond au traitement, bien sûr, on ne va pas retenir ce chiffre. Les céphalées aussi, donc ça dépend. Si c'est une patiente, comme je vous ai dit, qui est découverte par ces céphalées-là, ou elle a été suivie et qu'elle ne répond pas au traitement, donc c'est différent. Maintenant, pour le HELP syndrome ou l'insuffisance rénale aiguë, c'est des critères d'extraction, même si c'est nouveau parce qu'on ne peut pas faire retour en arrière pour le HELP syndrome. Donc, on passe à la deuxième partie. Comme je vous ai dit, ça se discute en 3 parties. Voilà. Donc, devant maintenant, vous êtes devant comment agir devant une prééclampsie. Donc, le diagnostic définition, on l'a vu, les signes de sévérité. Donc, on est devant une patiente. Donc, il faut déjà la diagnostiquer, donc selon les définitions qu'on voit. Chercher des signes de sévérité. Donc, toujours, on reçoit une patiente. Il faut un bon examen clinique. Chercher, comme on a dit, les signes de sévérité. Donc, et on passe de haut en bas. Bon, c'est la façon comment on apprend à nos résidents. Donc, chercher, comme je vous ai dit, les céphalées, les troubles respiratoires et barres épigastriques. Descendre un peu plus bas, c'est le foie. Bon, mais sûrement, ça, c'est le critère biologique. Donc, on va chercher un ictère associé. Donc, descendre un peu plus bas, c'est la contracture utérine, chercher s'il n'y a pas de signe d'hématome rétroplacentaire. Et un peu plus bas, c'est justement les réflexes ostéotendineux vifs. Donc, de telle manière, c'est méthodique, ça permet de ne pas oublier un signe par rapport à un autre. Donc, céphalée, phosphène, acouphène, barre épigastrique. Un peu plus bas, comme je vous ai dit, un problème au niveau du foie, un problème rénal, mais ça, c'est biologique. On descend la contracture pour éviter, comme je vous ai dit, la HRP. Un peu plus bas, vous avez les réflexes ostéotendineux vifs. Oui, j'ai oublié le signe respiratoire pour l'OAP. Et donc là, on n'oublie en fait aucun élément clinique. Donc, et puis, après, on va la classer soit une prééclampsie sévère, soit une prééclampsie modérée. Donc, l'interrogatoire, on cherche les facteurs de risque, bien sûr. Donc, les antécédents obstétricaux, bien sûr, l'âge gestationnel et, comme je vous ai dit, les signes cliniques. Donc, rappelez-vous toujours de haut en bas. Donc, ça nous permet de faire un peu tout le diagnostic. Oui, j'ai oublié, quand on descend pour la contracture, il faut chercher effectivement également si le bébé bouge, les œdèmes, la prise du poids brutale et récente. Donc, l'examen clinique, donc chercher une tension au-delà de 14, avoir toujours des bandelettes urinaires aux urgences ou dans le centre où vous exercez, donc pour rechercher la protéinurie. Chercher des troubles neurologiques, l'œdème, comme je vous dis, voilà, donc l'examen obstétrical, un utérus tendu ou relâché, la hauteur utérine qui permet de détecter l'âge gestationnel ou le retard de croissance intra-utérin, mais là, fort heureusement, l'échographie nous aide pour beaucoup. Les bruits du cœur cardiaque fœtaux, mais c'est au-delà de 28 semaines qu'on arrivera à les entendre. Surtout, je ne sais pas si vous utilisez encore le pinard. Moi, j'ai appris avec le pinard. Maintenant, il y a le RCF, mais j'aime bien toujours, je garde toujours mon pinard ancien que j'aime bien utiliser. Et puis, il y a chercher, est-ce qu'il n'y a pas de métrorragie qui peuvent détecter une complication, surtout si ce sont des métrorragies noirâtres associées à un utérus tendu. On a toujours peur, justement, de l'hématome rétroplacentaire. C'est la hantise de
de la surveillance de la prééclampsie, parce que, comme j'ai dit toujours à mes résidents ou à mes confrères, tout peut se surveiller, tout peut se gérer. La seule des choses qui nous fait peur, en fait, c'est l'hématome rétroplacentaire, parce que ça arrive brutalement et ça emporte malheureusement, c'est la mortalité fœtale qui est importante. Bon, l'hématome rétroplacentaire, donc, on va le voir pour les complications, donc pour l'expliquer de façon physiopathologique. Donc, mesure de la pression artérielle, pas de caféine parce que ça agit justement sur les chiffres tensionnels. La position de la parturiente, elle doit être assise, donc surtout pas allongée. On ne prend pas de tension artérielle chez une patiente allongée. Donc voilà, en fait, c'est des techniques un peu de prise. Et puis, après 5 minutes de repos, on reprend la pression artérielle. Donc, et on fait généralement 2 mesures à 2 minutes d'intervalle. Si les mesures ont une différence de 5 mm, on refait une 3e mesure. Donc, il faut en fait refaire la mesure, surtout lorsqu'on a des chiffres un peu limites. Donc, toujours refaire les mesures tensionnelles. Donc, le bilan paraclinique donc, de base, c'est la NFS plaquette, LDH aptoglobine, le bilan hépatique, la bilirubinémie, l'ionogramme urée-créatinine, donc le bilan rénal, l'uricémie, donc il peut me répondre l'acide urique, il nous renseigne sur quoi pour l'acide urique? Oui? Pas de réponse? En fait, l'acide urique, c'est ce que ça nous donne, c'est un signe de prédiction de la souffrance fœtale. Donc, non, c'est pas le foie, justement, c'est la souffrance fœtale. Voilà, très bien. Donc, c'est la souffrance fœtale. Donc c'est un signe de prédiction. Donc, moi, j'aime bien surveiller par l'acide urique. Une fois, j'ai des chiffres qui commencent à s'élever. D'ailleurs, l'uricémie, dans les facteurs de sévérité anciennes, avant les 2010, l'uricémie au-delà de 60 mg était considérée comme critère de sévérité. Mais, pardon, au-delà de 80, excusez-moi, au-delà de 80, c'était considéré comme signe de sévérité. Maintenant, ce n'est plus retenu dans les critères de sévérité de la prééclampsie. Mais justement, la souffrance fœtale et l'acide urique, il nous renseigne sur la souffrance. Et lorsqu'on a des chiffres élevés, on surveille de façon plus rapprochée par l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Donc, l'hémostase, donc toujours pour le bilan, le TP-TCA, le facteur 5, le fibrinogène, et normalement même les produits de dégradation de fibrine en cas de suspicion de HEP syndrome et la protéinurie des 24 heures. Paraclinique, donc l'échographie, donc c'est le principal outil de surveillance. Donc ça permet d'évaluer le bien-être fœtal. Quand on dit le bien-être, c'est aussi bien la biométrie que le liquide amniotique, que les mouvements actifs fœtaux. Donc voilà. Et une estimation du poids fœtal. Donc, l'estimation du poids fœtal, c'est surtout lorsqu'on dépasse les 28 semaines, c'est surtout pour discuter l'extraction fœtale. Donc, lorsqu'on a un poids acceptable, donc on est plus à l'aise. En fait, chez nous au Maroc, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, en tous les cas, au-delà d'1 kilo de sang, on est plus tranquille. Je sais qu'aux pays européens, c'est un peu moins. Bon, ça nous est arrivé de sauver des 800 et des 900 grammes, mais ce n'est pas le plus fréquent. Donc, nous, on cherche toujours à avoir cette barre d'1 kilo de sang. On est plus tranquille et on arrive plus à gérer ces prématurés au-delà d'1 kilo de sang. Moins d'1 kilo de sang, en fait, c'est vraiment une fois sur 3 ou c'est un chiffre que je lance un peu, mais il faut dire que moins d'1 kilo de sang, on a toujours le souci de ne pas sauver le fœtus et la gestion du grand prématuré est un peu difficile chez nous. Donc voilà la quantité du liquide amniotique. Mais sinon, la néonatologie, elle a pris de grands élans et fort heureusement, d'ailleurs la structure où je pratique, on a en fait 2 structures, donc ils ont 2 structures. On a de grandes unités de néonatologie et je remercie d'ailleurs par les non-néonatologues, malheureusement, ils nous facilitent un peu la vie parce que il fut un temps où tout bébé de prééclampsie, en fait tout bébé, c'est pas le cas, mais c'est-à-dire on avait de grands risques de perdre ces bébés de prééclamptique. Maintenant, fort heureusement, on les sauve de plus en plus et on est plus à l'aise pour notre décision. Donc, à l'échographie, oui, comme j'ai dit, donc la quantité du liquide amniotique et le Doppler. Donc, les Dopplers fœtaux, on a le Doppler couleur, donc c'est un flux à étudier, donc ça permet justement de montrer cette perfusion placentaire, et on analyse le spectre fœtal. Donc, voilà, donc ça permet justement, c'est la systolique, la diastolique. Donc, ce qu'on cherche, c'est une diastolique qui est au moins à 1/3 de la systolique. Donc, lorsqu'elle est
un tiers, on est tranquille. Plus elle se rapproche du zéro, plus on est, pas, on est dans le risque. Et lorsqu'elle s'inverse, c'est-à-dire lorsqu'on a voilà, donc une inversion de ces diastoliques, là, on craint justement la morbidité fœtale ou la mortalité fœtale. Donc, on commence toujours par le Doppler ombilical. Voilà, donc c'est le Doppler ombilical. Lorsque ça, plutôt, c'est l'artère utérine. Donc, l'artère utérine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est surtout pour détecter les femmes à risque de développer la prééclampsie. Et donc, c'est au niveau des deux artères utérines de la femme et on le fait à partir entre 17 et 19 semaines. Donc, c'est à ce moment-là où on fait le Doppler des artères utérines. Et donc, on cherche ce qu'on appelle le notch. Ça veut dire c'est une diastolique qui est un peu inversée. Donc, voilà, donc on cherche, c'est au niveau des deux côtés des deux artères utérines. Pour le canal d'Arentus, donc si jamais l'artère ombilicale, on a un Doppler anormal, on passe à l'artère cérébrale moyenne, parce que généralement, lorsqu'on a un problème au niveau vasculaire, donc ça se répercute, on a une hyperperfusion placentaire. En fait, on a un mécanisme comment dire, un mécanisme d'adaptation fœtale qui fait qu'il va entraîner une vasodilatation des vaisseaux cérébraux, et vous aurez justement plus de perfusion cérébrale, et donc ça change, donc ça donne un aspect de Doppler qui permet de voir que toute la vascularisation passe au cerveau. Et d'ailleurs, le retard de croissance d'origine vasculaire, ou le retard de croissance d'origine prééclamptique. Donc, c'est un retard de croissance qui est un peu disharmonieux. Vous avez pratiquement une croissance qui est au niveau du périmètre crânien beaucoup plus importante par rapport au reste du corps fœtal, parce que justement, on a ce mécanisme d'adaptation qui fait que toute la vascularisation passe au niveau du cerveau, parce que vu que c'est le chef d'orchestre du corps, donc ça permet d'éviter la morbidité immédiate, donc d'allonger un peu la résistance fœtale. Donc, c'est surtout pour allonger la résistance fœtale. Si on a une artère cérébrale moyenne anormale, le Doppler, on passe au Doppler de canal d'Arentus ou au niveau des vaisseaux sus-hépatiques. Et bon, ça, c'est pour les grossesses ultérieures. Voilà, vous voyez un aspect de Doppler ombilical. Donc, on peut au visuel. Donc, généralement, on le calcule. Donc, c'est des calculs. Mais pour le quotidien, on ne fait que visuellement. On peut l'apprécier visuellement. Donc, il faut que ce soit le 1/3, la diastole soit le 1/3 de la systole. Donc, on est tranquille quand on voit un Doppler pareil. Donc là, c'est un Doppler 0. Donc, c'est une diastole nulle, ce qu'on appelle une diastole nulle. Et puis là, c'est une diastole inversée. Et donc, donc là, on est dans l'inversion, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de perfusion, plutôt on a un retour de la vascularisation. Et donc là, on est dans la zone à risque. Donc, généralement, on préfère ne pas arriver à ceci. Déjà à ce niveau-là, si on est à un terme acceptable, donc on est à un terme d'extraction acceptable, on fait notre ERCF, on commence notre surveillance par le rythme cardiaque fœtal. Et une fois on a des signes de souffrance fœtale chronique, on extrait le fœtus avant d'arriver à la souffrance fœtale aiguë qui se rajoute sur la souffrance fœtale chronique. Donc voilà, donc pour la Doppler artère cérébrale, donc comme je vous ai dit, une vasodilatation des artères cérébrales, et ça se traduit par une augmentation anormale du flux diastolique artériel. Donc là, c'est le contraire. Donc le flux diastolique, normalement, il est faible au niveau de l'artère cérébrale, et après, justement, au cours de la prééclampsie compliquée, vous avez la diastole qui commence à se positiver. Donc voilà la quantité du liquide amniotique. Là aussi, on peut l'apprécier au visuel. Donc quand on a l'habitude de faire des échographies, donc on n'est pas obligé d'aller faire la mesure, mais bon, c'est toujours bon lorsqu'on doute de faire des mesures des citernes pour s'assurer s'il y a oligoamnios ou pas. Et puis notre principal outil de surveillance fœtale, c'est surtout l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Donc, généralement, là, vous voyez, donc c'est un rythme normal. Vous avez des oscillations normales. On commence toujours par le rythme qui doit être normal. Donc, vous savez qu'un rythme élevé, quand on a une tachycardie, c'est un signe de souffrance fœtale chronique aussi. Donc, on cherche le rythme de base, on cherche ces oscillations. Quand on a des accélérations du rythme, ça veut dire que c'est sûr que c'est un bébé en bonne santé, c'est un fœtus en bonne santé, et on n'a pas de décélération, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bradycardie ou de décélération, on n'a pas de chute d'amplitude. Donc, c'est important de faire le suivi, la surveillance par le tracé.
On a le tracé lorsqu'il est peu oscillant, ça c'est un signal, la souffrance fœtale chronique. Donc une fois on perd ces oscillations ou lorsqu'on n'a pas d'accélération, on a déjà un fœtus qui ne réagit pas, donc une hyporéactivité, et donc on est sûr que c'est une souffrance fœtale chronique. Donc l'avantage du rythme cardiaque fœtal, c'est qu'il a une valeur prédictive négative de 100%, c'est-à-dire un tracé normal, il est impossible que le fœtus soit en mauvaise santé. Donc, c'est ce qui est très important. Donc, c'est un bon outil de surveillance. Donc, on a vu les critères de sévérité, on en a parlé. Les critères cliniques, là aussi, on en a parlé. Donc, l'évolution et les complications. C'est bon jusque-là, donc pas de questions. Pas de questions, donc c'est bien assimilé. Je suppose que oui. Donc, les complications, pardon. Donc, on a les principales complications qu'on redoute, c'est l'éclampsie, le HELLP syndrome, l'hématome sous-capsulaire du foie et surtout l'hématome rétroplacentaire. Donc, l'éclampsie, c'est des convulsions généralisées qui arrivent au cours d'une prééclampsie et qui ne peut être rapportée à aucune lésion neurologique préexistante. On a 2 à 3% de prééclampsies sévères, jusqu'à 10 à 10 000 patients. Excusez-moi. Il fait chaud un peu chez nous, je ne sais pas, bon, il fait un peu chaud. D'accord, donc 2 à 3% des prééclampsies sévères, jusqu'à 10 à 10 000 par accouchement. Les facteurs de risque, c'est surtout un mauvais suivi de la grossesse, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsque la grossesse est bien suivie, donc lorsqu'on détecte les céphalées à temps et surtout les réflexes ostéotendineux vifs, on peut justement prévenir cet état d'éclampsie. Donc, c'est des patients chez lesquels on cherche déjà les facteurs de sévérité ou les signes neurologiques de prédiction de l'éclampsie chez les patientes. Donc, ça arrive surtout chez les patientes jeunes, primigestes, obèses ou les diabétiques. J'ai malheureusement de mauvais souvenirs de patientes jeunes qui ont décédé dû à la prééclampsie. Bon, là où j'ai fait ma spécialité, c'était une zone un peu proche de zones montagnardes. Et au moment du froid, c'est des patientes quand même qui avaient l'accès difficile à l'hôpital, et soit l'accès difficile, soit parfois les croyances. Donc, elles font des crises répétitives. C'est un état de mal éclamptique, mais pour elles, c'est un état de... Pour elle, elle est hantée, et donc on cherche à calmer. Elle est hantée par les esprits, et donc au lieu de la ramener à l'hôpital, il voit justement la succession des crises convulsives, et on se retrouve malheureusement avec un état de mal éclamptique. Et dans ce cas-là, donc déjà, l'hypoperfusion cérébrale chez la patiente est là à son max. On a un œdème vaso-angiogénique qui s'installe, et malheureusement, c'est des patientes qu'on perd parfois. Et malheureusement, j'ai de mauvais souvenirs de jeunes patientes, justement avant l'âge de 20 ans, qui décèdent qui ont décédé suite à ces éclampsies. Donc oui, l'éclampsie, physiopathologiquement parlant, c'est la dysfonction de l'autorégulation cérébrale, rupture de la barrière hémato-encéphalique, et c'est surtout l'œdème vasogénique. Et comme je vous ai dit, c'est également cette explication de microthrombie qui passe au niveau des petites artérioles cérébrales. Donc généralement, lorsqu'on ne passe pas à l'état de mal éclamptique, comme j'ai dit, la régression habituellement elle est sans séquelles. Et maintenant, ces patients sont maltraités ou non sous-traités, donc c'est des patientes qui peuvent développer une cécité. Généralement, même la cécité, parfois, elle peut être régressive, mais il y a des patientes qui peuvent garder justement des impotences par la suite dues à une mauvaise prise en charge ou parfois à une prise en charge un peu tardive. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que surtout l'éclampsie, on peut toujours l'avoir dans le postpartum, d'où la surveillance importante dans le postpartum, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, une fois, c'est vrai que l'ablation du placenta, elle traite la prééclampsie, mais elle peut ne pas traiter les complications ultérieures, notamment l'éclampsie et l'insuffisance rénale. Donc, les prodromes fréquents, c'est les céphalées intenses, la somnolence, les troubles visuels, les douleurs épigastriques, l'ascension rapide de la pression artérielle, donc il faut prendre en considération. Donc, toujours, quand on hospitalise la patiente, c'est pour voir également ce cycle de sa tension artérielle. Donc, c'est une surveillance horaire. Donc, on a parlé de la surveillance tout à l'heure. Donc, une surveillance de la tension artérielle est obligatoire de chez la patiente. Au moins, donc, généralement, on préfère au début, les premiers jours, c'est toutes les 2 heures, et puis par la suite, on voit toutes les 4 heures pour qu'on comprenne justement l'évolution de sa tension artérielle, et surtout la nuit, parce que la plupart des pics hypertensifs, on les voit surtout la nuit. Donc, voilà. Donc,
les réflexes, donc ostéotendineux. Et voilà, donc c'est bon, voilà, voilà. Donc il faut éliminer bien sûr une épilepsie lorsqu'on n'est pas dans un cadre de prééclampsie. Mais bon, donc, traitement, donc il faut absolument, une fois on est devant une crise d'éclampsie, c'est agir rapidement, c'est une urgence obstétricale. Donc il faut agir rapidement, placer la canule de Guedel pour éviter la chute de la langue. Donc injecter rapidement le sulfate de magnésium ou le Valium, donc, bon, donc rapidement, benzodiazépine, donc c'est rapidement, donc pour injecter, il faut injecter tout de suite, donc pour stopper d'abord les convulsions et éviter la dégradation cérébrale, et puis bien sûr par la suite passer l'antihypertenseur, quoique le sulfate de magnésium, il agit également comme antihypertenseur. Le souci, c'est le dilemme qui se présente tout le temps au cours de nos discussions, c'est en cas de chiffres tensionnels élevés, faut-il garder que le sulfate de magnésium ou rajouter un antihypertenseur, sachant que l'antihypertenseur qu'on utilise en urgence, c'est justement les inhibiteurs calciques, et il y a justement donc l'inhibiteur calcique et le sulfate de magnésium ne doivent pas être établis tous les deux, donc vous avez justement une interaction entre les deux produits, donc mais on l'utilise. Parfois, on a besoin de faire chuter cette tension, surtout lorsqu'elle ne chute pas sur sulfate de magnésium. On utilise des inhibiteurs calciques. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites dans ces situations-là. Donc, voilà. Donc, s'il y a persistance de convulsion, on peut refaire justement le diazépam ou justement l'extraction après stabilisation. Donc, chose qu'il faut retenir, parce que ça, c'est malheureusement, c'est ce qu'on voyait chez la plupart des obstétriciens ou chez la plupart de nos résidents. Une fois ils ont crise d'éclampsie, ils partent direct vers la césarienne. C'est la chose à ne pas faire. C'est une patiente en hypoperfusion cérébrale, vous risquez de tuer cette patiente. Donc, c'est ce que je dis toujours à mes résidents, parce qu'on se retrouve, en fait, dès qu'ils ont cette crise convulsive, rapidement, ils injectent le Valium ou le sulfate de magnésium et on passe. Non, une éclampsie n'entraîne pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une éclampsie n'est pas une indication à l'extraction immédiate, mais c'est une indication à l'extraction différée. Quand je dis différée, c'est-à-dire ça peut prendre jusqu'à 24-48 heures, parfois même pour vous donner. Donc, bien sûr, si on ne refait pas de crise, le temps de prescrire justement votre corticothérapie, donc stabiliser la patiente, il faut surtout stabiliser la patiente. Donc, stabiliser la patiente d'abord, et puis par la suite, on peut passer justement à l'extraction, mais toujours une stabilisation de la patiente, se donner le temps d'évaluer le pronostic fœtal. D'ailleurs, je considère que j'ai vu assez d'éclampsie. On n'a jamais eu, en fait, dans la plupart des cas, on n'avait pas de souffrance fœtale qui sont dues à l'éclampsie. C'est-à-dire au moment même juste au moment de la crise, on place notre enregistrement du rythme cardiaque fœtal, on se retrouvait rarement avec un rythme cardiaque anormal. Par contre, s'il y a un retard de croissance ou si c'est une complication autre, c'est-à-dire que le fœtus il est déjà en retard de croissance intra-utérin ou déjà en souffrance fœtale chronique, là c'est différent. Mais quand je vous dis que lorsqu'on a cette complication seule, c'est-à-dire l'éclampsie, on se retrouvait rarement avec un état fœtal anormal. Mais par contre, donc c'est la stabilisation matérielle parce que comme je vous ai dit, elle est en hypoperfusion cérébrale. Si on passe direct au bloc opératoire, on risque de la perdre sur la table opératoire parce qu'il faut donner le temps de bien la remplir, de bien la stabiliser sur le plan hémodynamique. Donc, la prévention secondaire, donc traitement de référence, donc toujours, il y a une dose de charge qu'on donne de sulfate de magnésium donc, et une dose d'entretien qui s'étale sur les 24 heures donc, de sulfate de magnésium. C'est la principale prévention de l'éclampsie. Donc, c'est un neuroprotecteur, donc c'est un produit neuroprotecteur et c'est ce qui permet justement de réduire justement le risque de l'apparition d'autres crises éclamptiques. Donc, ça permet de réduire la mortalité maternelle avec un risque relatif de 0,5 et meilleur score d'Apgar chez le bébé. Donc, vous voyez, lorsqu'on donne le sulfate de magnésium, on protège même le fœtus. Donc, au lieu d'aller courir vers l'extraction fœtale. D'accord, donc on continue. Ok, pardon. Donc voilà, deuxième complication, c'est le HELP syndrome. Donc comme son nom l'indique, hémolysis, elevated liver enzymes, low platelet counts. Donc c'est bilirubine élevée, donc au-delà de 12 mg, des LDH au-delà de 600 unités, l'apparition de schizocytes et une haptoglobine basse,
des azates et des zalates au-delà de 2 fois la normale, et puis des plaquettes inférieures à 100 000. Donc, ça complique quand même 10 à 20% des prééclampsies. Donc, la prééclampsie, donc le témoin biologique, donc dysfonction endothéliale, atteinte microvasculaire par vasoconstriction et par activation de la coagulation, les microthrombines disséminées, et donc c'est ce qui entraîne les différentes caractéristiques, donc l'hémolyse, la thrombopénie et la cytolyse hépatique. Donc, hémolyse par destruction des hématies, donc sur les dépôts endothéliaux de fibrine, donc vous avez des dépôts endothéliaux qui vont détruire ces hématies, et c'est ce qui permet d'apparition également de schizocytes. Donc, l'agrégation et consommation des plaquettes au contact des lésions endothéliales. Donc, parce qu'on a des lésions endothéliales, donc on a une agrégation autour des plaquettes. Donc, c'est ce qui donne la thrombopénie. Et puis, on a une obstruction par les microthrombes des sinus hépatiques, des petits vaisseaux au niveau des petits vaisseaux hépatiques. Et donc, on a des nécroses hépatocytaires, ce qui entraîne une cytolyse hépatique. En fait, tout s'explique physiopathologiquement. Donc, quels sont les signes? L'apparition au cours de la grossesse, justement 70% au cours de la grossesse, dans 50% avant les 37 semaines, ou même 30% au-delà du postpartum. Donc là aussi, c'est une complication à chercher, même dans le postpartum. Donc là, on se retrouve avec une douleur épigastrique en barre ou de l'hippocampe droit, c'est un signe, c'est le principal signe évocateur. L'HTA, la protéinurie, bien sûr, parce que ça complique une prééclampsie, des nausées, vomissements, des œdèmes, et puis, du OHELP syndrome, on peut toujours avoir l'hématome rétroplacentaire, la CIVD, l'insuffisance rénale aiguë et l'hématome sous-capsulaire du foie. Bon, l'hématome sous-capsulaire du foie, donc généralement, lorsqu'on a des transaminases très élevées, on les cherche toujours, surtout lorsqu'on fait une césarienne. Bon, sinon, on fait notre échographie et généralement, au cours de la césarienne, on cherche à palper est-ce qu'il n'y a pas une surélévation de la capsule de Glisson. Donc maintenant, on n'est pas, il faut y aller doucement parce que le grand risque, c'est surtout pour imposer le repos à la patiente. Parce que sinon, si en cas de rupture, donc c'est l'hémorragie cataclysmique et c'est le risque de décès. Il ne faut surtout pas, donc c'est surtout pour indiquer le repos chez la patiente pour éviter la rupture inopinée. Donc, mais surtout, et nous, on doit être vraiment très minutieux lorsqu'on palpe le foie au cours de notre exploration. Voilà, donc le hématome sous-capsulaire du foie, ce 3e trimestre. Malheureusement, il n'y a pas de symptomatologie spécifique. Donc, c'est la douleur épigastrique, des irradiations capsulaires, des nausées, vomissements. Ça ressemble un peu au HELP syndrome. Des signes de prééclampsie discrets, retardés ou absents. Donc, on peut ne pas avoir de signes de prééclampsie. Et surtout, un état de choc lorsqu'on a une rupture de la capsule. Et donc, c'est le grand risque, malheureusement. On ne peut rien faire sur le plan chirurgical, ne serait-ce que des tamponnements ou l'embolisation, donc lorsqu'on est équipé d'embolisation. Mais parfois, ça ne nous laisse même pas le temps de faire l'embolisation. Donc, les autres complications maternelles, c'est rénale, l'insuffisance rénale, on l'a dit. Les complications respiratoires, de toujours chercher des signes de détresse respiratoire au cours de notre examen. L'hématome rétroplacentaire, donc, qui est un décollement prématuré d'un placenta normalement inséré. Donc là, on aura une douleur abdominale brutale en coup de poignard, une hypertonie utérine qui est pratiquement le signe le plus constant et le plus fréquent, métrorragie noirâtre, et puis plus ou moins mort fœtale. Donc là, c'est la césarienne en urgence. Donc l'hématome rétroplacentaire, donc c'est généralement, il faut le redouter, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est la complication, la hantise, notre hantise, donc la hantise des obstétriciens, parce que tout simplement, ça arrive de façon brutale, mais ce qu'il faut retenir, c'est lorsqu'on a des chiffres tensionnels très labiles, c'est-à-dire c'est des patientes qui font du 19 et puis ça chute vers les 12, et puis elle reprend, elle fait une hypertension par la suite, c'est ces patientes-là chez qui il faut craindre l'hématome rétroplacentaire. Pourquoi? Bon, l'explication, parce que quand vous avez une hypertension, vous avez une vasoconstriction. Donc vous avez une vasoconstriction, vous avez une hypoperfusion placentaire. Donc qu'est-ce qui arrive lorsque vous avez justement une chute tensionnelle? Ça veut dire que vous avez une vasodilatation. Et donc, lorsqu'on a une vasodilatation, donc on a un flux rapide. Donc, vous vous rappelez, donc la vasoconstriction, il n'y a plus de flux. Et puis, tout d'un coup, vous avez un flux important. Donc, ça entraîne un décollement placentaire avec une rupture des petits vaisseaux au niveau du décollement. Et c'est ce qui entraîne un saignement continu
et avec une consommation des facteurs de la coagulation, et ça, on arrive à la CIVD chez la patiente. Et puis le décollement, il continue à croître jusqu'à décoller le placenta, et c'est ce qui entraîne la mort fœtale parce qu'il n'y a plus de perfusion fœtale. Donc les patientes qui présentent une instabilité tensionnelle, chez ces patientes-là, il faut vraiment craindre l'hématome rétroplacentaire. Donc parfois, même si c'est des chiffres qui sont corrects, mais qui sont très labiles, ces patientes-là, il faut les surveiller de très près. Et surtout, ne jamais oublier de palper vos patientes, de chercher cette contracture utérine. C'est ce qui sauve la patiente. Une fois on a la contracture, vaudrait mieux faire une césarienne d'urgence, quitte à ce qu'elle soit abusive et qu'on se retrouve avec une césarienne blanche, c'est-à-dire sans hématome rétroplacentaire, que de perdre un fœtus. Donc, malheureusement, on est très, très choqués de voir surtout parce que c'est des décès qui sont récents. C'est-à-dire, malheureusement, c'est des patientes qui vous arrivent avec un décès qui date de quelques heures. Donc, et là, c'est vraiment, ça fait très mal au cœur de les vivre. Donc, les troubles de l'hémostase, la CIVD. Donc, c'est voilà, donc il faut une bonne synthèse clinique qui est primordiale, une évaluation de l'état fœtal, bien sûr, le bien-être et la croissance fœtale, une évaluation de l'état maternel, les critères de sévérité, critères de gravité selon lesquels on peut indiquer l'extraction et guider l'aspect thérapeutique et la prise de décision adéquate. On n'a pas encore fini, ce n'est pas la conclusion définitive. On passe à la troisième partie. J'espère que vous n'êtes pas fatigué, qu'on peut toujours y aller. Donc maintenant, c'est la prise en charge. La troisième partie, c'est pour la prise en charge de la prééclampsie. Donc, aucun traitement curatif de la prééclampsie, malheureusement. C'est une maladie évolutive, entre guillemets, entre parenthèses, évolutive au cours de la grossesse. Donc, le seul traitement de la prééclampsie, c'est l'extraction placentaire. Mais maintenant, elle est toujours évolutive parce qu'elle peut apparaître également au cours des grossesses ultérieures. Donc, le seul traitement curatif, comme je l'ai dit, c'est l'arrêt de la grossesse, c'est l'ablation du placenta. Donc, il faut déclencher le travail. Donc, on peut, les prises en charge, on peut aussi bien déclencher que le travail que faire un césarien. Donc, prééclampsie ne veut pas dire césarienne. Donc, ça dépend du poids fœtal, ça dépend des conditions obstétricales. Donc, ce n'est pas une indication systématique à la césarienne. C'est ce qu'il faut retenir. Malheureusement, nos praticiens, ils passent direct à la césarienne et c'est ce qui fait chercher un peu, augmenter les chiffres de la césarienne. Par contre, il faut un bon suivi du rythme cardiaque fœtal au cours de l'accouchement. Donc, si on a un bébé qui n'est pas souffrant, qui n'a pas de souffrance fœtale chronique, on ne peut que déclencher le travail. Donc, l'interruption médicale de grossesse pour sauvetage maternel, surtout dans certains cas, comme par exemple l'hématome rétroplacentaire ou en cas de HELLP syndrome sévère. Et l'objectif de prise en charge, c'est de stabiliser la situation maternelle, on parle des traitements symptomatiques, et surtout de programmer la naissance au moment optimal. Malheureusement, c'est le moment où on n'est jamais sûr de notre décision. Donc, le moment optimal, c'est d'assurer on est à l'aise lorsqu'on est au-delà de 34 semaines, mais moins de 34 semaines, c'est le moment optimal et vraiment difficile à choisir. Donc, c'est un compromis qu'il faut trouver entre prématurité induite, entre surtout une grande prématurité, et retentissement maternel, retentissement fœtal. Donc, à quel moment faut-il décider justement l'extraction? Donc, deux options sont envisagées selon l'âge gestationnel. L'expectative, mais quand on dit l'expectative, c'est une surveillance materno-fœtale rapprochée. Rappelez-vous, je vous ai dit, quand on fait l'expectative, c'est une surveillance maternelle, bien sûr, de la tension artérielle, de l'examen clinique complet, donc pratiquement tous les jours, et une surveillance biologique 2 fois par semaine et une échographie 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, si jamais on a des anomalies au Doppler ou des anomalies du liquide amniotique. Et puis, la programmation de la naissance, ça peut être soit un déclenchement ou une césarienne. Donc, la décision, c'est en RCP, c'est une réunion de concertation entre obstétriciens, pédiatres, s'ils ont des places en néonatologie, s'ils ont des couveuses libres et s'ils ont la possibilité, et puis ils doivent être prévenus. Les anesthésistes, parce que là, ils doivent, en cas d'éclampsie, ils doivent agir, ou en cas également d'anesthésie de la patiente prééclamptique. Et puis surtout, il faut prendre l'avis des parents, il faut les inclure dans votre décision, c'est important. Voilà, donc les modalités thérapeutiques. Donc, quelles sont les principales modalités? Donc, les mesures non médicamenteuses qu'ont hospitalisé la patiente. Donc, hospitaliser, une fois que vous avez une hypertension, il faut hospitaliser votre patiente. Hospitaliser, faire votre bilan, classer votre patiente HTA gravidique sévère ou modéré. Et selon l'état, on peut soit suivre en ambulatoire, soit laisser la patiente en hospitalier jusqu'à votre décision d'extraction. Donc, le traitement médical, c'est le traitement antihypertenseur.
la corticothérapie anténatale pour l'âge inférieur à 34 semaines et le sulfate de magnésium en cas de signe de gravité neurosensorielle pour éviter le passage à l'éclampsie. Et puis la surveillance materno-fœtale. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, hospitalisé ou non pas hospitalisé, l'hospitalisation est la règle. Donc c'est ce qu'on a dit. Donc il faut absolument hospitaliser, déterminer la sévérité, rechercher les complications et une surveillance clinique rapprochée. La prise en charge ambulatoire, par contre, peut être envisagée pour les prééclampsies modérées, mais il faut que ce soit dans un secteur, il faut que ce soit à proximité d'un secteur spécialisé. Et donc il faut que ce soit idéalement qu'on soit en continu, en communication avec la patiente ou donner son lien à quelqu'un qui va la suivre de très près. Et la surveillance materno-fœtale, toujours la surveillance elle doit être rigoureuse. Donc voilà, ça c'est les non médicamenteuses. Donc le repos, l'effet n'est pas prouvé, quoique pour les patientes, moi le repos, je l'indique pour les patientes avec antécédents de prééclampsie. Donc on indique généralement le repos avant les 19 semaines parce que c'est là où vous avez la néo-angiogénèse, vous avez le développement vasculaire. Donc on indique le repos pour assurer le maximum de formation angiogénique ou de précurseurs de la formation vasculaire. Et donc, on indique généralement le repos avant l'installation de la prééclampsie. Si ce n'est après, bon, ça ne rapporte pas grand-chose. L'alitement strict n'est pas recommandé. Pas d'indication à un régime hyposodé. Donc, on a toujours des patients qui croient qu'il faut que la tension signifie régime hyposodé. Ce n'est pas le cas au cours de la grossesse. Pas d'indication à un remplissage vasculaire systématique. Mais lorsque vous avez une indication au traitement veineux, il faut un petit remplissage, un remplissage modéré, juste pour éviter l'hypoperfusion placentaire. Donc, le traitement médical, donc, il faut, comme je vous ai dit, éviter les à-coups hypertensifs et leurs complications. Il faut traiter la prééclampsie sans délai, donc éviter de surtraiter. Donc, on évite, comme je vous ai dit, il faut éviter de donner des doses excessives. D'ailleurs, même pour l'alpha-méthyldopa, on ne commence jamais par la dose la plus importante, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 3 grammes, mais on ne donne jamais la dose, même si vous avez des chiffres tensionnels élevés. Donc, on commence toujours par le chiffre le plus faible, donc on donne du 250 mg 2 fois par jour, puis on passe à 3 fois par jour. Donc, ça dépend de la réponse à la patiente. En fait, la réponse de la patiente ne dépend pas de ces chiffres, mais ça dépend surtout de sa réponse à elle au traitement médical. Et donc, on commence par les doses les plus faibles et puis par la suite, on augmente selon la réponse. Et comme je vous ai dit, on ne cherche pas à faire chuter les chiffres d'un seul coup, c'est plutôt, il faut y aller progressivement. Voilà, donc le traitement, donc les objectifs, comme je vous ai dit, donc c'est de faire chuter donc les différentes classes thérapeutiques. Donc on a l'alpha-méthyldopa en premier, c'est ce qui est toléré au cours de la grossesse. Les inhibiteurs calciques. Pourquoi on préfère l'alpha-méthyldopa? Parce que les inhibiteurs calciques, généralement, ils sont parfois mal tolérés chez les patients, peuvent donner des tachycardies, peuvent donner des flushs. En fait, c'est une sensation de chaleur avec une rougeur au niveau du visage et ça dérange un peu. Et peuvent même donner des chutes tensionnelles rapides. Et donc, on préfère toujours l'alpha-méthyldopa qui donne une chute progressive. La bêta-bloquant. Ce qui est déconseillé, les diurétiques, ils vont aggraver l'hypoperfusion. Et puis, les autres médicaments sont entièrement contre-indiqués, les IEC, les antagonistes de l'angiotensine et les inhibiteurs de la RNI qui sont contre-indiqués. Donc voilà quelle voie d'administration. La voie orale est toujours en première intention. Donc, comme je vous ai dit, on commence par une dose initiale de 200 mg et on peut aller jusqu'à 3 grammes. Le Loxène, pareil, donc 3 fois 20. Et puis l'abétolol, le Trondax, là aussi, donc... Voilà, donc la voie d'administration, donc comme je vous ai dit, la voie orale en première intention. Maintenant, en cas de chiffre tensionnel très élevé, surtout lorsqu'on atteint les 18, c'est là où on passe à l'anicardipine. Donc, à l'anicardipine par voie intraveineuse, mais généralement, on préfère toujours la voie orale. La corticothérapie anténatale, c'est pour assurer une maturation pulmonaire fœtale. Et heureusement, c'est une découverte importante, c'est-à-dire cette corticothérapie, ça nous sauve énormément de vies néonatale, donc ça nous sauve fort heureusement. Bon, normalement, ce qui est recommandé, c'est entre 24 et 34 semaines, mais on utilise toujours même après les 34 semaines, c'est-à-dire avant les 37 semaines, on a toujours la main facile sur la corticothérapie parce que tout simplement, il y a toujours comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, les centres de néonatologie, il y a peu de centres de néonatologie et donc là, on préfère plutôt
éviter ces détresses respiratoires néonatales et on les utilise quand même abusivement après 34 semaines, même si normalement les recommandations, c'est pas de corticothérapie après 34 semaines. Donc c'est une cure de bêta-méthasone, le fameux Célestène, en intramusculaire, à 24 heures d'intervalle. Donc on injecte 12 mg et puis c'est une cure de 2 doses, 12 mg, et 24 heures après, on refait les 12 mg. Et pour la répétition, n'est pas systématique. Avant, on disait on peut répéter jusqu'à 3 fois. Maintenant, ce n'est pas systématique. Mais ce qu'il faut garder, c'est que la dernière dose est la plus efficace. D'ailleurs, quand est-ce qu'on donne la corticothérapie? C'est lorsqu'on la programme dans les 7 jours. Donc, et idéalement, cette dose qui est 24 heures avant l'extraction est la plus importante. Il ne faut pas avoir peur lorsqu'on a un tracé anormal après la corticothérapie. On peut avoir une chute de la réactivité dans le post-injection de la corticothérapie. Donc, idéalement, c'est de faire un enregistrement du rythme cardiaque fœtal avant. Et puis, comme ça, on n'est pas gêné lorsqu'on voit un rythme cardiaque qui est un peu hyporéactif ou un rythme plat. Bon, c'est très fréquent, mais ça se règle dans les 2 heures ou 3 heures après l'injection. Donc, généralement, après l'injection, comme je vous ai dit, il ne faut pas se hâter à faire l'extraction si jamais vous avez un tracé plat après corticothérapie. Le sulfate de magnésium donc, doit être hospitalisé en milieu spécialisé. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque d'arrêt cardiaque. Donc, on l'utilise très souvent. De là, on n'a jamais eu de problème d'arrêt cardiaque, mais il faut le garder en tête. Et puis, il y a l'antidote. Donc, il faut le gluconate de calcium qu'il faut avoir à portée de main si jamais il y a une complication importante. Donc, ça se manifeste surtout. Donc, il faut toujours surveiller l'oligurie, de surveiller justement la duresse chez ces patientes-là et surveiller justement l'état neurosensoriel. Donc, à visée materne, donc on l'utilise en cas d'éclampsie, aussi bien pour le traitement que pour la prévention secondaire, en cas de signes neurologiques de gravité, donc là aussi pour prévention primaire de l'éclampsie, en cas de chiffre tensionnel au-delà de 18, qui est également un risque élevé d'éclampsie, donc là, on donne ce traitement. À visée fœtale, donc justement, lorsque l'indication d'extraction est posée, parce que c'est un neuroprotecteur. Donc, quelles sont les contre-indications du sulfate de magnésium? C'est l'insuffisance cardiaque ou rénale. Comme je vous ai dit, ça peut entraîner des troubles cardiaques, carrément un arrêt cardiaque. Donc, troubles du rythme cardiaque maternel, traitement digitalique et le désordre hydroélectrolytique grave ou la myasthénie, c'est une contre-indication au sulfate de magnésium. Et comme je vous ai dit, on nous dit attention aux associations aux inhibiteurs classiques, mais malheureusement, on l'utilise parce que parfois, on n'arrive pas à faire chuter les chiffres tensionnels. On est obligé d'associer l'inhibiteur calcique parfois lorsqu'on a des chiffres tensionnels à 20, 22 et on a peur d'avoir cette éclampsie ou d'avoir des complications les complications de la prééclampsie. Donc voilà le protocole. Donc dose de charge de 4 grammes en intraveineuse en 20 minutes. Donc généralement quand on utilise du 20 cc associé à ces 4 grammes et qu'on passe en 20 minutes. Et puis 1 gramme par heure pendant les 12 à 24 heures. Possibilité d'un protocole en IM, donc 10 grammes de solution de sulfate en intramusculaire profonde en 2 doses de 5 grammes et ajouter 1 millilitre de lidocaïne dans chaque seringue à 2%. Donc voilà, donc ça c'est si on n'a pas la possibilité de faire l'intraveineux ou on n'a pas la seringue autopousseuse, donc on peut utiliser le protocole intramusculaire. Si les convulsions reprennent au bout de 15 minutes, administrer 2 grammes de sulfate de magnésium en 10 millilitres en intraveineux et à passer en 5 minutes. Voilà, donc quand on place le sulfate de magnésium, c'est une obligation absolue de faire la surveillance de la fréquence respiratoire. C'est important. Donc d'ailleurs, pour avoir les complications qui sont dues au sulfate de magnésium, ils vous préviennent à l'avance. Donc on peut chercher une tachypnée. Donc c'est important de mesurer la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, la pression artérielle et surtout la diurèse et les réflexes sténotendineux. C'est important parce que, comme je vous ai dit, on peut avoir carrément un arrêt cardiaque. Donc, c'est une surveillance obligatoire et avoir le gluconate de calcium à portée de main. Traitement médical, donc l'expansion volémique n'est pas recommandée de manière systématique, pas d'amélioration pronostique et peut même induire un œdème aigu du poumon. Donc, jamais ne se hâter sur le remplissage. On peut faire un remplissage
c'est-à-dire un passage très long, donc un remplissage sur les 6 heures, donc juste pour couvrir un peu l'hypoperfusion ou pour avoir une voie veineuse. Mais jamais, jamais ne faites un remplissage important parce que ça entraîne une hypoperfusion et carrément ça peut entraîner un œdème aigu de poumon néonatal. Les modalités de surveillance, donc après hospitalisation, il faut une surveillance clinique quotidienne, donc c'est ce qu'on a dit, la pression artérielle, les signes fonctionnels, l'œdème, la prise de poids, l'évaluation de la diurèse, une surveillance clinique fœtale avec surtout le rythme cardiaque fœtal 2 fois par jour, si jamais le Doppler il est pathologique. Biologique, c'est 2 fois par semaine, une protéinurie des 24 heures, la fonction rénale, l'hémolyse, la cytolyse hépatique, l'ANFS, l'uricémie et la protéinurie de 24 heures. Une échographie avec un Doppler 1 fois par semaine, plus surtout la quantité du liquide amniotique et l'évaluation de la croissance fœtale toutes les 2 semaines. Et si pas d'aggravation, on attend carrément l'accouchement jusqu'à 37 semaines. Donc la prise en charge obstétricale, donc ça dépend de l'âge gestationnel et de la sévérité de la prééclampsie. Inférieure à 24 semaines, l'expectative et la poursuite de la grossesse est la règle. Mais quand on a une prééclampsie sévère, donc l'interruption médicale de la grossesse peut entrer en indication. Donc surtout lorsqu'on a justement des complications maternelles importantes. Maintenant, entre 24 et 34 semaines, il faut l'expectative. 34 et 37 semaines, on a la même facile en fait sur l'extraction. Idéalement, c'est d'arriver à 37 semaines, mais une fois on a justement une complication ou surtout une labilité de la tension, on préfère l'extraction parce qu'on arrive, comme je vous ai dit, toujours à sauver des bébés au-delà de 34 semaines. Les critères d'extraction maternelle, donc tension artérielle non contrôlée, vous voyez qu'on la classe seule, donc une tension mal contrôlée, c'est une indication à l'extraction. Donc voilà. Et puis, les complications, notamment l'éclampsie, les signes neurologiques de gravité, la détresse respiratoire, surtout l'OAP, le démégube du poumon, la douleur épigastrique, le HELP syndrome, l'insuffisance rénale aiguë et l'HRP ou l'hématome sous-capsulaire du foie. Les critères d'extraction, c'est bien sûr lorsqu'on a une anomalie du rythme cardiaque fœtal, les anomalies du Doppler, mais normalement les anomalies du Doppler nous renvoient vers l'enregistrement du rythme cardiaque fœtal. Et c'est lorsqu'on a une anomalie, c'est-à-dire lorsqu'on a un Doppler anormal, on continue à surveiller par le RCF. Une fois on a une petite anomalie au niveau de l'ERCF, il faut extraire. Donc voilà, donc avant 24 semaines, c'est la mise en jeu du pronostic maternel et donc là, c'est l'indication de l'interruption médicale de grossesse. Entre 24 et 34, c'est les corticoïdes, traitement symptomatique et surveillance armée. Donc c'est important, je souligne ce mot armé. Signe de gravité maternelle ou fœtaux, c'est l'extraction. Au-delà de 34 semaines, je vous l'ai dit, on a la main facile sur l'extraction. Bon, si c'est une prééclampsie vraiment modérée, on peut prolonger jusqu'à 37 semaines, mais sinon, c'est 34 semaines. Donc, au-delà de 34 semaines, il faut extraire pour éviter surtout, bon, comme je vous ai dit, bon, en tous les cas, personnellement, c'est l'HRP qui me fait le plus peur. Et on a toujours ce souci d'HRP. D'ailleurs, je le dis même aux patientes, s'il vous plaît, palpez tout le temps quand je ne suis pas là, vous palpez toujours votre utérus. Si jamais vous avez un utérus tonique, ventre de bois, plutôt un utérus de bois, prévenez-moi parce que c'est là où il faut agir rapidement. C'est ce qui me fait en fait le plus peur, c'est l'HRP. Toutes les complications, comme je vous ai dit, peuvent être gérées. Même l'éclampsie, même une crise d'éclampsie, quoique crise d'éclampsie doit être proche d'une structure hospitalière où il faut agir rapidement pour éviter la souffrance cérébrale de la femme, mais on peut toujours agir et on peut toujours agir également sur le souci fœtal. Donc, le postpartum et la prévention, donc surveillance clinique et biologique même après l'accouchement, donc au moins 48 heures. Ce qu'il faut dire que déjà avant le postpartum, je ne l'ai pas dit, au cours de l'accouchement, déjà on a un risque d'hémorragie de la délivrance. Donc, c'est des patientes chez lesquelles il faut s'armer avec tous les moyens médicamenteux et les moyens chirurgicaux pour assurer justement une prise en charge de l'inertie si jamais ça se présente. Donc, pour gérer l'hémorragie de la délivrance. Et puis, donc, la surveillance par la suite. L'hémorragie de la délivrance, il faut la surveiller également sur les 48 heures. Et puis, au-delà des justement, au cours des 48 heures, c'est toujours la surveillance de la pression, les signes fonctionnels pour chercher les signes de prééclampsie, les signes de complications, l'adaptation thérapeutique des antihypertenseurs, parce qu'on commence à une stabilisation des chiffres tensionnels, donc on peut réduire un peu les doses, vérifier la normalisation des anomalies biologiques et surtout vasculo-rénales et urinaires. Donc, il faut savoir que la prééclampsie également est un facteur de risque thromboembolique
Et donc, une thrombophylaxie, elle s'impose. Donc, il faut surtout lorsqu'il y a des facteurs de risque associés, notamment l'obésité ou des antécédents de thromboembolie, ou par exemple, c'est un terrain de thrombophilie, surtout si elle elle a fait des fausses couches ou elle a refait des prééclampsies. Donc, on pense souvent à la thrombophilie et au syndrome des anticorps antiphospholipides. Donc, l'introduction en fait, des anticoagulants est nécessaire ou de la thrombophylaxie est nécessaire chez ces patients-là. À la sortie de maternité, donc quand même, on fait une surveillance bi-hebdomadaire, donc recommandé les 2 ou 3 premières semaines. Comme je vous ai dit, la plupart des complications apparaissent les 2 premières semaines. Visite postnatale à 6 semaines, indispensable par un gynécologue. Et surtout, on vise la normalisation tensionnelle et la disparition de la protéinurie. On peut chercher les anticorps antiphospholipides après une prééclampsie sévère, c'est pour voir les facteurs de risque ultérieurs. Et puis pour éviter justement, pour chercher le risque de thrombose ultérieure. Bilan de thrombophilie héréditaire, surtout s'il y a des antécédents qui font en faveur. Consultation de cardiologie chez les patientes chez lesquelles on a suspecté une hypertension chronique, surtout si elle persiste au-delà des 6 semaines. Donc on cherche dans ce cas une étiologie soit cardiologique, soit néphrologie, lorsqu'on a la protéinurie au-delà de 3 mois. Et puis une surveillance tensionnelle annuelle pour chercher s'il n'y a pas de problème vasculo-rénaux ou cardiaques. La prévention, que faire au cours des prochaines grossesses? Un bilan préconceptionnel, un suivi attentif dès le premier trimestre avec une protéinurie par les bandelettes urinaires, chez les chiffres de la pression artérielle, l'aspirine dès le début de la grossesse et les dopplers utérins qu'on fait entre 17 et 23 semaines. Bon, habituellement, moi je les fais à partir de 19 semaines. Pour l'aspirine, donc la dose, maintenant, ce qui est recommandé, c'est 160 mg. Franchement, dans notre structure, on continue à utiliser les 100 mg. On a eu des hématomes placentaires sous les 160 mg. Mais bon, maintenant, les recommandations, c'est les 160 mg. Bon, c'est une indication. Donc, moi, particulièrement, j'utilise toujours les 100 mg. Et fort heureusement, on a de bonnes réponses à l'aspirine. On prévient pratiquement les prééclampsies déjà précoces. Donc, ça nous arrive justement de suivre et qu'on a des prééclampsies au moins qui tardent dans le terme. Donc, donc la dose optimale, c'est entre 75 et 150, mais les dernières recommandations parlent de 160 mg. Moi, je reste au milieu, donc c'est 100 mg. Il n'y a plus les 12 semaines, comme je vous ai dit, c'est dès le début de la grossesse. Ce n'est plus les 12 semaines, tout simplement parce qu'à partir à 12 semaines, on a déjà une constitution vasculaire. Donc, on préfère commencer dès le début de la grossesse au cours de l'invasion trophoplastique. Le calcium est recommandé par l'OMS chez les populations à risque de prééclampsie, dont les apports en calcium sont faibles. Et la dose recommandée, c'est 1,5 g par jour. Donc, en conclusion, c'est une vraie conclusion maintenant. Donc, la prééclampsie, c'est une pathologie lourde, aussi bien pour la mère que pour le fœtus, que pour le système de santé aussi. Il faut prendre en compte les facteurs de risque, surveiller les patients de très près, surtout celles qui présentent des facteurs de risque importants. Un suivi attentif maternel et fœtal, surveillance fœtale et s'impose, surveillance adaptée au contexte de chaque patiente et prévention des récidives lors des grossesses ultérieures. Et merci. Voilà. Voilà. Donc, j'espère que bon, j'ai assuré. Bon, donc vous me dites les différentes questions. Donc, j'attends les différentes questions. Oui, professeur, vous avez assuré. Et je pense même que vous avez trop bien assuré. Oh, merci, c'est gentil. Merci beaucoup à vous et surtout merci pour l'aspect pratique de la communication de ce matin. C'était super, super pratique. Je vois beaucoup d'applaudissements dans le chat Oh, et merci. beaucoup de choses que c'était super intéressant. Ah oui, ça fait Donc, plaisir. nous allons passer rapidement à la deuxième partie de la formation, qui est la partie des questions-réponses. Donc, j'invite tous les confrères et consoeurs qui sont actuellement en ligne. Si vous avez des préoccupations, des choses que vous ne comprenez pas, c'est toujours la même méthode. Il suffit de lever la main et je vais vous donner la parole et vous allez poser votre préoccupation. Voilà.
Docteur Pugnaglo, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Je remercie le professeur pour sa brillante présentation. Je suis très ravi d'avoir suivi cette présentation. En fait, moi, j'ai deux questions. La première question, c'est par rapport à l'éclampsie. Au cours de la présentation, le professeur avait expliqué que normalement, l'éclampsie, c'est une urgence obstétricale, mais ça ne signifie pas forcément une extraction immédiate. Mais peut être faite, cette extraction peut être faite en différé, 24 à 48 heures après stabilisation de l'état clinique de la patiente, de la partenaire. Bon, je me pose la question, est-ce que c'est une recommandation au Maroc ou bien c'est de façon générale? Parce que moi, je suis au Togo, à Lomé, à l'école de Lomé, une éclampsie, c'est l'extraction fœtale. Je suis en gynéco-obstétrique en troisième année. Donc, une éclampsie, c'est une extraction fœtale en urgence. Et c'est qu'on n'attend pas. Dès que la femme présente sa crise, rapidement, on avertit le bloc, on fait l'extraction. Donc, je voudrais savoir si c'est une recommandation juste au niveau du Maroc, au niveau national, ou bien c'est une recommandation de façon mondiale. Maintenant, ma deuxième préoccupation, c'est par rapport à la prévention pour les Dopplers utérins. Normalement, les Dopplers utérins, au cours de votre présentation, vous avez dit que c'est entre 17 et 19 semaines d'aménorrhée pour les grossesses ultérieures qu'il faut faire les Dopplers utérins. Mais à la fin, au niveau de la prévention, j'ai vu que c'est 23 semaines que vous avez mis. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu ces différences des semaines-là. Merci pour ça. Merci En à fait, vous, j'ai mal docteur. entendu pour le Doppler utérin. Vous pouvez redire, s'il vous plaît, j'ai mal entendu pour le Doppler utérin. Donc oui, Pour les Dopplers c'est pas la utérins, question. dans votre présentation, au début, quelque part, vous avez là où vous avez développé les Dopplers utérins, vous avez dit que c'est entre 17 et 19 semaines d'aménorrhée qu'il faut faire le Doppler utérin pour les grossesses ultérieures. C'est-à-dire une femme qui a Oui. déjà fait une prééclampsie, pour le suivi des grossesses ultérieures, il faut faire obligatoirement d'abord un Doppler utérin pour voir s'il y a possibilité de refaire encore pour vérifier s'il y aura des notches ou pas. Maintenant, dans la prévention, c'est-à-dire à la fin de votre présentation, dans la prévention, j'ai vu quelque part que vous avez mis que c'est à 23 semaines qu'il faut le faire. Je ne sais pas pourquoi c'était 17, 19 semaines et maintenant, partie prévention, vous avez mis que c'est à 23 semaines. Non, c'est pas une prévention en fait. C'est pas pour la prévention pour le Doppler utérin. C'est pour détecter les patientes à risque de développer la prééclampsie ultérieure. Donc, on peut aller de 17 jusqu'à 23 semaines. Mais vous voyez, parfois, il y a des prééclampsies qui apparaissent un peu plus tôt, c'est-à-dire parce que la définition de la prééclampsie elle-même, c'est à partir de 20 semaines. Et donc, le développement artériel se passe donc justement à partir dès le début de la grossesse. Et les changements de perfusion placentaire, ils apparaissent déjà à partir de 17 semaines, de 15-17 semaines, à partir de 15, mais 17 semaines, ça s'installe en fait. Donc, quand je dis 17, moi, maintenant, la plupart des recommandations parlent de 19, et il y a ceux qui parlent même de 23 semaines. Mais l'idéal, c'est de prévenir avant. En fait, ce n'est pas de prévenir l'hypertension. L'hypertension, elle va s'installer, parce que ce n'est pas une prévention, mais c'est juste de prédire les patientes qu'il faut surveiller de très près. Et donc, c'est chez ces patientes-là, donc lorsqu'on a des notches, surtout bilatéraux, donc on peut parfois se retrouver avec un notch unilatéral, il n'est pas représentatif. Mais lorsqu'on a des notches bilatéraux, ça veut dire qu'on a une hypoperfusion qui commence déjà, parce que les artères, l'artère justement, le Doppler des artères utérines, c'est ce qui va vasculariser au maximum les vaisseaux placentaires. Et donc, lorsque vous avez des notches, ça veut dire qu'on a une hypoperfusion, et ça veut dire que c'est une prééclampsie débutante qui va progresser dans le temps. Donc, c'est un facteur, en fait, juste de diagnostic et non pas de prévention. Ça ne va pas prévenir la prééclampsie. C'est juste pour vous indiquer quel patient il faudra surveiller. Maintenant, effectivement, pour l'éclampsie, je ne dis pas que ce n'est pas un facteur d'extraction. C'est un facteur d'extraction. C'est un facteur de sévérité. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, facteur de gravité, c'est les complications. Parmi les complications, c'est l'éclampsie. C'est juste que l'urgence, vous avez l'urgence immédiate où on doit agir rapidement. On doit, par exemple, l'HRP, c'est une urgence immédiate où il faut extraire sur le coup. Mais l'éclampsie, c'est une urgence différée. Donc, oui, on se hâte à l'extraction, mais il ne faut pas oublier de stabiliser la patiente, de faire votre bilan. Donc, nous, on a fait, d'ailleurs, il y a une étude de Sibai
qui a révolutionné un peu la prise en charge de l'éclampsie. Bon, nous, à l'époque, justement, on faisait l'expectative pour les éclamptiques et ça marchait. On recevait, moi, j'ai fait ma formation au début à Marrakech. Maintenant, je suis à une autre ville, une grande ville marocaine qui est Casablanca. Mais là, on recevait énormément de prééclampsie. Bon, quand j'ai dit énormément, c'est chaque jour, on en recevait entre 3 et 4 prééclampsies par jour, si ce n'est plus parfois. Donc, surtout au moment de l'hiver, on a vu il y a des changements saisonniers. Et donc, je peux vous assurer que les éclampsies, on les gardait en expectative des fois, mais ça ne compliquait pas pour autant les complications fœtales ou les complications maternelles. Mais par contre, une patiente hypoperfusée sur le plan cérébral et vous allez l'anesthésier. Donc, quand on dit anesthésie, on dit il y a un risque d'hypoperfusion aussi parce que vous avez tout ce qui est anesthésie générale. Donc, on a une perfusion initiale où là, vous risquez justement le décès maternel. Donc, quand je dis à l'expectative, ce n'est pas l'expectative au long cours, mais le temps de se donner, de stabiliser la patiente, de stabiliser son état cérébral, et puis de faire un bilan si possible, de faire la corticothérapie, surtout si c'est une grossesse jeune, pour avoir un bon résultat fœtal. Et d'ailleurs, on faisait toujours des ERCF juste pour évaluer, et je peux vous dire que la plupart des fœtus de femmes éclamptiques, on se retrouvait avec un ERCF normal. Et pour l'état maternel, si elle ne refait pas de crise, je dis bien, si elle ne refait pas de crise après traitement, on peut se permettre. Maintenant, chez les patientes qui refont même après traitement, ils refont une crise d'éclampsie, là, justement, je vous rejoins, c'est l'extraction, mais ce n'est pas l'extraction immédiate, c'est-à-dire on peut se donner 1 heure ou 2 heures de stabilisation maternelle. Donc, j'espère que j'ai répondu. D'accord, Oui, c'est compris. d'accord. Mais oui, vous avez dit si c'est recommandation internationale internationale ou marocaine. Ouais, il y a eu un grand dilemme. D'ailleurs, il y a une grande série de Sibaï. Donc, lui, pour lui, c'est ce qu'il disait. Il disait justement l'expectative. Il y a une grande série sur les éclampsies. Et donc en fait, les avis diffèrent. Bon, je peux vous dire qu'internationalement parlant, on n'arrive pas à se décider sur cette décision. Mais il y a une grande étude de Sibaï qui conclut la même chose. Et donc, dans la structure où j'étais, on faisait l'expectative et on n'avait pas pour autant de complications maternelles ou fœtales. Merci Pascaline, merci. Donc je vais essayer de répondre, d'être un peu bref, mais de répondre aux différentes questions. Donc pour la prééclampsie du postpartum, en fait la définition elle est claire. Donc la prééclampsie, ça apparaît après 20 semaines et ça disparaît 6 semaines après le postpartum. Maintenant, pour les diagnostics en postpartum, en fait, ce n'est pas des prééclampsies qui sont apparues dans le postpartum, mais c'est des prééclampsies qui sont diagnostiquées dans le postpartum. C'est-à-dire que c'est des patientes qui, fort heureusement, ils n'ont pas eu l'expression de la prééclampsie, mais parfois, d'ailleurs, ça nous arrive de détecter les prééclampsies au cours de l'accouchement. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec une tension artérielle élevée et n'a pas de bilan auparavant. Et lorsqu'on fait le bilan dans le postpartum, on se retrouve effectivement avec tout un bilan perturbé, avec une protéinurie positive, avec tout le bilan perturbé. Et donc, on les surveille comme prééclamptiques. Bon, heureusement, elle nous a épargné toute la surveillance et tout le risque fœtal qu'elle développe, mais c'est une prééclampsie, sauf que c'est une prééclampsie tardive et qu'on a découvert ou qu'on a diagnostiqué tardivement. Et ce n'est pas une prééclampsie du postpartum, donc la définition, elle est claire. C'est la prééclampsie est une maladie placentaire. Donc, une fois on a l'ablation du placenta, on n'a plus de prééclampsie, on ne peut plus avoir de prééclampsie, c'est-à-dire tardive. Maintenant, donc, c'est notre diagnostic qui est tardif. Donc, ça, c'est pour la première question. Maintenant, pour le traitement, pour le célestène intramusculaire, la célestène intramusculaire ou intraveineux, en fait, il n'y a pas grande différence, sauf que le célestène intramusculaire, parce que c'est facile à utiliser. Bon, sauf qu'il y a peut-être, on préfère l'intramusculaire parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des risques sur le RCF, donc ça veut dire qu'il y a une petite réactivité du fœtus par rapport au célestène. Et donc, l'intramusculaire, c'est un temps beaucoup plus lent et c'est une efficacité un peu pas immédiate, donc c'est un peu tardif dans le temps par rapport à l'intraveineux. Quoique, je ne sais pas si vous l'utilisez vous aussi, mais parfois, lorsqu'on est en cas d'extraction urgente, donc, en cas d'extraction urgente, on prescrit le célestène intraveineux dans l'heure ou les 2 heures avant la césarienne, par exemple, ou avant l'extraction. Donc, on prescrit le célestène intraveineuse. On n'a pas pour autant eu de risque ou de complications à l'intraveineuse. Oui, j'ai oublié donc, pour le traitement avant, j'ai écrit là au traitement avant, il y a une question que j'ai zappée pour le premier interlocuteur.
Donc, mais je vais m'en rappeler. Pour ce qui est de l'examen cardiologique, c'était c'était la réponse. Donc, pour l'examen cardiologique, non, pas chez toutes les patientes. On ne demande pas d'examen cardiologique chez tous les patients. Bon, l'examen cardiovasculaire, on ne le demande que chez les patients chez qui on a suspecté une HTA chronique. C'est-à-dire, c'est une patiente qui s'est présentée avec une HTA donc avant les 20 semaines ou qui a persisté au-delà des 6 semaines. Maintenant, pour celle chez laquelle il y a eu une HTA avant les 20 semaines, donc on préconise un examen cardiovasculaire au cours de la grossesse elle-même. Donc, une fois on a un problème d'hypertension avant les 20 semaines, on demande toujours un bilan cardiovasculaire bien avant c'est-à-dire au cours de la grossesse. Maintenant, si ça se développe au-delà des 20 semaines, qu'on a une protéinurie ou on a les autres signes, donc on se dit que c'est une prééclampsie due à la grossesse, on n'est pas obligé de faire l'examen cardiaque. Mais si ça persiste, comme j'ai dit, après les 6 semaines, donc là, on prescrit le bilan cardiovasculaire. Pour la classification, donc oui, prééclampsie modérée ou légère, en fait, c'est la même chose. Donc, quand on dit, donc il y a effectivement la prééclampsie sévère et il y a la prééclampsie modérée ou légère, c'est la même chose. Donc, c'est la prise en charge, justement, elle diffère. Sévère, il faut attendre le moment, on est pressé d'extraire, on cherche que le facteur de gravité, et c'est là où je réponds à la deuxième question de l'après, c'est-à-dire il y a le signe de gravité, signe de sévérité. Donc, signe de sévérité, ça indique toujours une surveillance rapprochée. Signe de gravité ou ce qu'on appelle les signes d'extraction, là, ça indique plutôt l'extraction. En fait, c'est les mêmes signes de sévérité, sauf que c'est des chiffres élevés, c'est-à-dire au lieu des transaminases au-delà de 2 fois, on demande, dans ce cas, c'est les transaminases au-delà de 3 fois. On a par exemple l'OAP et l'éclampsie et, par exemple l'HRP, c'est les signes d'extraction. En fait, donc les signes de sévérité, c'est juste une surveillance beaucoup plus rapprochée. Les signes de gravité, c'est les signes d'extraction carrément fœtale. Pour la prééclampsie légère ou modérée, c'est des patientes qu'on peut surveiller légèrement et qu'on peut en fait même les surveiller en ambulatoire. Bon, c'est ça la différence et c'est ça l'intérêt de la classification. Donc, le sulfate de magnésium en intraveineux, oui, on le passe en intraveineux. Et donc, c'est des doses qu'il faut passer en 20 minutes. Donc, c'est une perfusion en 20 minutes, donc lente. Donc, en intraveineux direct. Mais généralement, c'est en cas d'éclampsie. En cas d'éclampsie, c'est généralement, même si c'est en cas d'éclampsie, c'est une dose de charge de 4 grammes qui passe en 20 minutes. On n'est pas obligé d'y aller plus rapidement, mais c'est parce que, bon, la crise d'éclampsie, elle a faite, donc elle est au moment même de faire sa crise, c'est-à-dire l'hypoperfusion cérébrale, elle est déjà faite. Donc, ce qu'on vise, c'est qu'elle ne continue pas sa crise, bien sûr, mais c'est surtout qu'elle ne refasse pas une autre crise. Donc, c'est un état neuroprotecteur, aussi bien pour elle que pour le fœtus. Donc, c'est un traitement. Donc, une fois on commence à administrer notre dose, c'est déjà, justement, on réduit cette crise. Et d'ailleurs, pour le Valium, pareil, d'ailleurs, comme le magnésium ou le Valium, nous, on continue à l'utiliser, mais rarement. C'est-à-dire, si on n'a pas le sulfate de magnésium en main, c'est là où on utilise le Valium. Donc, le Valium, oui, si on n'a que ça dans notre structure, il faut sauver la patiente, il faut agir, il faut arrêter cette crise au prix de perdre la patiente. Donc, si on n'a que le Valium et qu'on a, par exemple, la voie n'est pas installée, c'est-à-dire où on a un problème de gestion de notre rapidité, donc oui, le Valium, c'est un bon moyen de faire rapidement et d'arrêter la crise. Maintenant, on l'a utilisé, je ne sais pas, pour nos confrères, on l'a utilisé assez longtemps pour voir qu'en fait, c'est vrai qu'il commence à être contre-indiqué, mais c'est-à-dire on n'a pas le droit d'utiliser si jamais on a le sulfate de magnésium en main, mais j'estime qu'on l'a assez utilisé pendant assez longtemps lorsqu'on n'avait pas de sulfate de magnésium en main et on n'a pas pour autant beaucoup de complications dues au Valium, si ce n'est, franchement, moi, je n'ai jamais vu, je vous ai dit, on recevait énormément de prééclampsie et d'éclampsie, on n'en voyait pas de complications au Valium, au contraire, on arrêtait la crise plus rapidement possible. Donc, ça s'utilisait par voie intraveineuse et parfois même en intrarectal si jamais, justement, on n'a pas la possibilité de faire la voie intraveineuse, surtout lorsqu'on est devant la crise en cas d'urgence. Donc, parfois, on pense par n'importe quel moyen, donc on injecte rapidement notre Valium. Mais bien sûr, si vous avez le sulfate de magnésium, préférez toujours le sulfate de magnésium, à condition, là aussi, d'avoir l'antidote du sulfate de magnésium, qui est le gluconate de calcium en main.
et à condition de faire votre surveillance, c'est-à-dire la durée, la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque et la saturation et bien sûr la pression artérielle. Pour la cécité corticale, bon, ça se manifeste par une cécité. Donc, c'est la patiente qui ne voit plus. C'est carrément, elle ne voit plus. Ça peut persister jusqu'à une semaine. Là aussi, on en voyait. C'est fort heureusement, c'est rarement. Donc, l'explication, c'est ces microtrombies au niveau des vaisseaux, justement rétiniens. Mais généralement, ça se réduit en fait. Il faut juste que ou encore parfois au niveau cérébral. Mais généralement, c'est régressif. La plupart qu'on a vu, c'était régressif. Donc, on a pratiquement, j'ai jamais vu de cécité persistante par la suite. Donc, lorsqu'on a parlé, sauf par exemple pour les cas qui ont eu des atteintes importantes ou des œdèmes importants au niveau cérébral. Et donc, ces patientes-là, ne gardaient pas uniquement la cécité, mais elles gardaient également des impotences fonctionnelles ou pratiquement des paralysies par la suite. Mais généralement, c'est des cécités qui sont régressives et on calmait toujours les patientes. J'espère que j'ai répondu à toutes les patientes. C'est une question dont je me rappelle plus, en fait. J'ai écrit juste traitement avant. Franchement, j'ai pas retenu, je ne me rappelle plus c'était quoi la question. Donc, mais sinon, bon, j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, c'est bon? Je pense que je ne sais pas. Ok, docteur Dieudonné, vous avez des préoccupations non répondues? Oui, c'est par rapport à ma deuxième question. Ma question concerne une patiente qui vient avec des convulsions, ceux qui ont diagnostiqué une éclampsie et qu'on se rend compte que la patiente a une anémie sévère à 4 par exemple. Et là, quelle conduite tenir face à ce genre de cas? Faut-il transfuser ou non? Merci. À 4 grammes. 4 grammes, bon, il faut déjà voir le reste du bilan. Bon, bien sûr qu'il faut transfuser, il faut préparer le sang, il faut avoir des culots globulaires, il faut avoir le PFC, le plasma précongelé, parce que là, c'est une patiente qui peut soit elle est en train de faire un HELLP syndrome, soit elle est en train de faire une CIVD. Donc, c'est une patiente vraiment. Donc, il faut agir justement aussi bien le traitement médical que le traitement obstétrical. Et le traitement médical veut qu'on fasse rapidement les apports, donc les apports justement en culots globulaires et en culots plaquettaires adéquats. Maintenant, oui, le problème qui se pose, il est à 4 grammes, il faut chercher le TPTCA, est-ce qu'il est effondré aussi? Et donc, lorsqu'on a le TPTCA effondré aussi, parce que ça rentre dans le cadre du HELLP syndrome, on a le risque qu'elle saigne lorsqu'on injecte, lorsqu'on passe du sulfate de magnésium ou du Valium. Maintenant, bon, il faut agir rapidement. Parfois, on a justement juste la voie veineuse, on craint, mais la voie veineuse, elle s'impose. Une fois, par exemple, on est devant une patiente en crise d'éclampsie, c'est tout un staff qui agit. Vous avez l'infirmière anesthésiste ou le réanimateur, vous avez le gynéco en place, et donc tous, il faut absolument avoir 2 voies veineuses rapidement, parce que c'est une grande urgence, Donc la voie veineuse, l'autre qui installe la canule de Guedel, les autres qui prennent, bon, un peu qui placent la sonde urinaire pour avoir un état sur la diurèse, et donc il faut chercher toutes les entrées et les sorties. Donc c'est un état d'urgence. Donc et les voies veineuses s'installent et on passe. Si on a bien sûr l'anémie, on peut passer les culots globulaires directs. Sinon, bon, on commence par les perfusions en attendant justement de préparer tout ce qui en suit, donc toutes les solutés, toutes les solutés normalement adéquates. Mais il faut arrêter la crise de convulsive et arrêter le passage justement à la souffrance cérébrale. Donc, c'est important d'arrêter la souffrance cérébrale. Maintenant, parce que la souffrance cérébrale, elle peut vous donner tout le déclic, c'est-à-dire elle peut vous donner toute la défaillance viscérale par la suite. Donc, la souffrance cérébrale peut vous donner également un état de défaillance hépatique qui elle-même peut entraîner un état d'anémie ou un état de TP bas. Et donc, il faut agir sur la souffrance cérébrale, agir bien sûr sur l'anémie par les solutés que vous avez en place, les macromolécules en attendant le sang ou ce que vous avez en main en attendant justement Et puis, vous risquez l'arrêt cardiaque aussi avec une anémie sévère. Mais il faut penser surtout au HELLP syndrome immédiat. D'accord? D'accord, merci bien. J'ai vu une question ici, est-ce que le sulfate de magnésium est donné en fonction du poids de la patiente? Non, bon, c'est clair, c'est 4 grammes, et puis par la suite, on donne les 20 grammes justement dans les 24 heures qui suivent. Donc, idéalement, c'est d'avoir la seringue autopousseuse et de passer progressivement
Sinon, on fait des perfusions simples avec du sérum, mais ça doit passer en douce. Donc voilà, mais la dose, elle est la même par rapport au poids de la patiente. Il y a une autre question par rapport à l'allergie à l'aspirine. J'ai vu par rapport à l'allergie à l'aspirine, ben, malheureusement, c'est le seul qui est utilisé en antiagrégant plaquettaire parce qu'il agit comme, bon, c'est pour fluidifier un peu le sang et permettre la meilleure perfusion sanguine placentaire. Ça n'agit pas sur l'invasion trophoblastique ni sur la néoangiogénèse. Et donc, bon, c'est un traitement préventif qui a été quand même beaucoup discuté à un certain moment, où on discutait même son efficacité. Donc, ce n'est pas une obligation, mais bon, on considère maintenant que c'est efficace. Donc, si on peut l'utiliser, tant mieux. Maintenant, s'il y a une allergie, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de choses à faire, si ce n'est la surveillance. Et bon, franchement, pour moi, j'insiste également sur la préparation pré-conceptionnelle, c'est-à-dire les vitamines par la suite, ou une vitaminothérapie, les antioxydants avant. Ça, parfois, ça améliore le pronostic et ça améliore l'évolution vers la gravité. D'accord? Bon. D'autres questions? Oui, d'accord, professeur. Et je tenais à vous remercier pour votre simplicité, pour votre sens de pratique et surtout pour tout ce que vous nous avez enseigné aujourd'hui, de nous avoir donné de votre temps. Merci beaucoup à vous. Et nous étions très heureux de passer cette matinée en votre compagnie. C'était super agréable. Voilà. Merci, Madame Pascaline. Merci aux différents auditeurs, aux docteurs qui sont avec nous. Je suis très contente justement d'animer cette séance avec vous et on peut collaborer ensemble. Vu qu'on a pratiquement les mêmes situations, un peu les situations médicales, on se retrouve un peu, on cherche parfois les moyens d'adaptation. On est entre le problème économique et le problème justement de moyens. Merci, professeur. Merci. Merci beaucoup. Bon, merci à tous. Merci beaucoup. Et merci à Cédric d'avoir organisé également cette séance. Donc, je vous remercie énormément.